Bonsoir à tous, donc, bienvenue au Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies. J'essaie de m'adresser aux gens dans l'assemblée et sur Zoom. Je fais comme tout le monde, je regarde plus l'écran que le présentiel, c'est une déformation. Donc ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Inès Gauthier. Je suis vraiment ravie, très contente. Elle est psychologue clinicienne également. Oui, pardon. Donc, je m'appelle Alexandra Lecard et je suis la fondatrice du centre. Voilà. On fait des conférences tous les mois. Et ce soir, nous avons donc un thème spécial qui était très attendu. Donc, Inès est psychologue clinicienne et elle est diplômée de l'EPV, je crois, l'École des psychopraticiens. Elle est spécialisée en criminologie, d'inspiration humaniste, avec une pratique intégrative, ce qui est quand même très apprécié ici au centre. Elle travaille depuis une dizaine d'années en cabinet libéral, ça m'intéresse aussi des personnes, où elle reçoit toutes sortes de problématiques, ainsi qu'en CMP psycholégal. C'est en cours de changement, mais... Ouais, je vais être à 100% libérale. Mais... Voilà, mais bon, c'était pendant des années. Donc, c'est toujours d'actualité, en tout cas. Et elle anime des groupes de parole, ou en tout cas, on a animé pendant très longtemps, des groupes de parole d'auteurs d'infractions sexuelles, qui est le sujet de ce soir, à but de prévenir les passages à l'acte et les récidives. Je vais ouvrir un plateau de quiz. Voilà, donc elle va vous en parler un peu plus ce soir. Elle intervient par ailleurs régulièrement sur les plateaux de télévision en tant qu'experte sur des questions de psychologie criminelle. Voilà. Donc, comment ça va se passer? La conférence va durer 1 heure et quart, si ça vous va. Et après, un petit temps d'échange et de questions. Vous pouvez les préparer au fur et à mesure. Et on regardera dans le chat s'il y a des questions à la fin. Vous pourrez échanger avec Inès. Voilà. Mais je vous souhaite une très bonne conférence et je vais aller ouvrir aux personnes. Ça ne dérange pas, ça va pas te perturber. Je démarre du coup pendant ce temps-là ou... Oui, attends une seconde. Ouais, vas-y. Allez. Je vais dire bonsoir. Ah oui, ma tête apparaît là. Bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir aux personnes dans la salle. Donc, on va attendre juste de voir s'il y a des personnes qui se rajoutent en présentiel. Parce qu'aujourd'hui, on est moderne et il y a plein de gens en visio. Et après, je démarrerai. Bonsoir. On est bon? On est bon. Ok. Parti, on t'écoute. Ok, c'est parti. Donc, alors je vais commencer par les questions qui reviennent tout le temps quand je parle de cette partie de mon métier, parce que je précise, je ne fais pas que ça. Il y a des gens qui croient que je vois que les violences et que les agresseurs toute la journée et que ça m'obsède. Non, je fais aussi du tout venant. Je reçois aussi des victimes d'agressions sexuelles, des auteurs de violences conjugales et puis juste tout type de problématiques beaucoup plus classiques. Et donc cette partie-là, les réactions que j'ai systématiquement, c'est « mais t'as pas peur, mais comment tu fais, mais ça te dégoûte pas, mais il peut vraiment guérir ?» Et en fait, la réponse est non, j'ai pas peur. Et oui, ils peuvent vraiment changer. En fait, ils sont même extrêmement réceptifs à la thérapie. Si on arrive à comprendre les mécanismes qui déclenchent leur pulsion ou leur passage à l'acte, et qu'on travaille du coup sur ces mécanismes-là pour endiguer en fait la concrétisation de leur pulsion et ou éviter la récidive lorsqu'ils sont déjà passés à l'acte, sachant qu'il y a des personnes qui viennent me voir alors qu'ils ne sont encore jamais passés à l'acte, mais pour combattre des idées, des idées intrusives qu'ils auraient dans la tête et dans le corps. Et j'en profite pour préciser que tous les agresseurs, en fait, n'ont pas une structure de personnalité perverse. Il y a des personnes qui ont une problématique pédophilique qui toucheront jamais d'enfants. Et il y a des personnes qui agressent des gens, des femmes, des hommes, des enfants, qui ne sont pas, quand c'est des enfants qui ne sont pas pédophiles, par exemple, et qui ne sont pas obsédés par la sexualité, où il n'y a même pas de motif de désir sexuel en première instance dans la motivation de leur passage à l'acte. Donc, je vais vous aider à démêler un petit peu tout ça et faire une typologie en fait des différents types de profils d'agresseurs ou de personnes en tout cas qui ont à voir avec la sexualité dite dysfonctionnelle, transgressive, pour en fait ensuite voir quelles stratégies thérapeutiques sont les plus adaptées en fonction du profil qu'on a en face de soi. Et je précise qu'une phrase que j'entends pour le coup de la part de ces personnes-là au bout de quelques temps de thérapie, c'est « mais si j'avais parlé de tout ça ou si j'avais compris pourquoi je suis comme ça il y a des années, jamais j'aurais fait tout ce que j'ai fait. » Et vraiment, je le vois dans leur évolution. Je précise aussi avant tout que c'est extrêmement statistiquement rarement lié à un trouble psychiatrique. Donc, ce n'est pas une maladie, ils sont très rarement dans la maladie mentale.
Et quand on dit, ah, mais c'est des fous, il faut les guérir parce qu'ils sont malades, non, justement. Et ce n'est pas avec des pilules miracles en fait, qu'on règle les choses. J'en parlerai tout à la fin, mais c'est en fait, c'est ce qu'on appelle le trouble de la personnalité. Et donc, c'est des choses qui peuvent évoluer. Ce n'est pas incurable, sauf dans certains types de cas. Mais même là, on peut leur apprendre juste à gérer et à se contrôler et à apprendre la frustration, j'ai envie de dire, comme tout un chacun, en fait, hein, pour vivre de manière adaptée dans la société, avec leur pairs, PAIRS. Donc, je vais commencer par le premier profil en fait, qui vient en général à la tête des gens quand je dis je travaille avec des auteurs d'agressions sexuelles. C'est vraiment ce que j'appelle l'agresseur de rue. On va dire c'est la personne qui est impulsive, qui est dans le plaisir immédiat. C'est quelqu'un qui a un désir qui monte, elle va le réaliser. Et en fait, il y a une très forte immaturité chez ce type de profil. C'est quelqu'un, en fait, il n'y a pas d'autre en face de lui. Il n'y a que lui et son désir. C'est un peu comme un enfant. Tous les obstacles qui vont se trouver sur sa route, il va les balayer s'il peut les balayer. Et il va être vraiment dans la réalisation immédiate de son désir, si c'est possible. Et donc, c'est des personnalités extrêmement égocentriques qui ont très faible accès à l'empathie, au remords, à la honte sociale et à une absence de culpabilité. Donc, ils sont aussi ce qu'on appelle très intolérants à la frustration. Donc, c'est vraiment, je veux quelque chose, j'essaie de l'obtenir. Et donc, c'est un profil qu'on dit, nous, plutôt de type psychopathique. En fait, ils sont dans une toute-puissance vraiment infantile, c'est-à-dire vraiment, ils ne savent pas différer leurs désirs. Et donc, c'est des personnes qui récidivent énormément, qui vont tout le temps en prison, puis qui se font prendre assez rapidement. Il n'y a pas de stratégie derrière pour ne pas se faire attraper. Hein. C'est vraiment poussif. Donc, ça se voit d'ailleurs leur égocentrisme dans les propos qu'ils tiennent. Par exemple, j'en avais un, c'était vraiment le sketch de Coluche, quoi. Mais lui, il était très sérieux. Il me dit, mais c'était pas un viol, Madame Gauthier? Moi, j'étais consentant. Hein. Je dis, oui, bah, vous, j'en doute pas. Hein. Et vraiment, il me sort des choses comme ça qui démontrent leur autocentrisme. Et ils sont vraiment extrêmement sérieux quand ils disent ça. Donc, en fait, c'est des personnes que je reçois que en groupe. Parce que forcément, ce n'est pas des personnes qui vont venir consulter d'elles-mêmes et payer un psychologue pour dire vraiment, je suis quelqu'un d'impulsif, je suis violent, ça ne va pas, puisque justement, ils ont ce faible accès au remords et à l'empathie. Donc, mais ils ne sont pas de structure perverse. Ce n'est pas des gens qui ont un sadisme, vraiment, leur but, c'est de faire souffrir l'autre. Parce qu'on souvent on assimile les deux. Non, c'est vraiment juste des gens qui sont dans les réalisations immédiates de leur pulsion. Donc, je les vois en groupe de parole. Et pourquoi ils ne me font pas peur? Parce qu'ils peuvent être violents, effectivement, attaquer avec des armes et tout ça. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ne passent pas leur temps à agresser. Ils ne sont pas forcément débordés sexuellement et pulsionnellement en permanence. Ils ont déjà un mode opératoire toujours qui est précis. Donc, par exemple, on a qui vont se frotter dans les transports en commun. C'est leur truc, ils vont dans les transports. Et quand c'est un petit peu bondé, eh ben, voilà, ils vont se frotter comme ça aux autres. Et puis, ils vont peut-être se faire attraper ou pas. Mais voilà, ils sont vraiment dans une pulsionnalité où ils vont récidiver très vite. Et en fait, ils ont un comportement inadapté. Par exemple, même devant la juge, ils vont me raconter que ouais, mais là, elle m'a énervée, elle a dit un truc qui ne me plaisait pas. Du coup, je me suis bouché les oreilles, j'ai fait là, je vous écoute pas. Ou alors, je l'ai insulté, ou j'ai voulu me jeter sur elle pour lui casser la figure. Puis les gendarmes m'ont arrêté. Donc, forcément, bon, bah, il a un petit peu aggravé sa peine initiale. Hein. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du pulsionnel qui n'est pas du tout régulé. C'est les personnes qui n'ont pas intégré la loi et les limites et l'acceptation de leur frustration. Il y en a aussi, auxquels on ne passe pas souvent. Le type de mode opératoire, ça va être qu'ils vont uniquement filmer sous les jupes des femmes dans les, je sais pas, dans les escalators, dans les supermarchés, dans la rue. Et donc, en fait, c'est aussi une agression sexuelle hein, aux yeux de la loi. On n'y pense pas souvent. En fait, il y a plein de types d'agressions sexuelles qui sont condamnées. Il y a les exhibitionnistes aussi, donc ceux qui s'exhibent dans les parcs ou peu importe. Et donc, hein dans les transports aussi, bien sûr, dans le RER, voilà, ce qui sidère hein, l'autre en face, ce qui fait extrêmement peur. Et en fait, ça, en général, ils ne se rendent pas compte. Donc, c'est là, en fait, aussi, où moi, mon boulot, en groupe, c'est plusieurs choses. C'est que comme je l'ai dit, la loi, elle n'est pas intégrée. C'est vraiment comme des enfants qui font n'importe quoi, qui font ce qu'ils veulent. Et même s'ils sont arrêtés, ils vont en prison. Bon, ça peut être un peu dissuasif, mais ils sont tellement pulsionnels qu'en général, ils ressortent, ils recommencent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les cadre. Et en fait, on fait ce qu'on appelle du psycho-éducatif. C'est qu'on va leur donner les repères qu'ils n'ont pas eu à la base. Donc, c'est comme si on venait recoudre un petit peu la trame un peu lâche dans la construction de leur personnalité. Donc, on va leur apprendre la frustration. On va leur dire, bah, vous venez à l'heure, bah non, vous n'êtes pas bourré, et vous vous insultez pas entre vous, vous ne sortez pas de la salle quand ça vous chante. Et donc, on leur met les limites qu'ils n'ont jamais eues. Donc là, on joue vraiment un rôle, alors qu'on appelle paternant, mais rien à voir avec un homme, une femme, mais vraiment, il y a un côté cadrant, et en fait, ils l'apprennent. Et il y en avait un, par exemple, je me rappelle une fois, justement, il était arrivé alcoolisé, et en fait, il a voulu casser la figure à mon cothérapeute.
Et en fait, les autres se sont levés et ont dit non, 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 tu touches pas à nos thérapeutes, etc. Et non, lui casse la figure, si vous voulez, Inès et tout ça. J'ai dit non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est bon, rasseyez-vous, on gère. Mais c'est pour dire aussi qu'au bout d'un moment, en fait, il y avait une alliance des autres, il y avait une vraie alliance thérapeutique, une vraie adhésion au suivi. Et donc, dans ces moments-là, en fait, ils sont pas dans leur violence, ils n'ont pas envie d'agresser tout le monde et ils sont même capables de remettre eux-mêmes de la loi et de l'appliquer à leurs pairs qui sont là et qui, eux, se mettent à déconner. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on me dit, mais quand même, t'as pas peur qu'ils aient du désir pour toi et tout. Ben, en fait, non, parce que c'est marrant, mais il y en avait un comme ça qui m'avait dit en groupe, ah non, mais vous n'êtes pas une femme, vous êtes psychologue, c'est pas pareil. Non. Continuez de penser comme ça, c'est parfait. Et c'est vrai, en fait, il y a une sorte de clivage où ils projettent une image plutôt parentale sur vous, costaud, mais voilà, dans le cadre ou dans l'empathie que je peux leur apporter aussi dans la compréhension de leur histoire. Mais en tout cas, voilà, ils ne vont pas projeter parce qu'ils ne sont pas dans leur mode je vais agresser quelqu'un. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Mais ils ne sont pas dans sous stress. Et en fait, souvent, ces personnes-là agissent sous stress et elles font ce qu'on appelle une sexualisation de leur conflit interne. Elles ont des émotions négatives. Et en fait, c'est dans ces moments-là, en général, qu'ils passent à l'acte. C'est pour ça que c'est dans des conditions précises. Ils ne sont pas tout le temps, ce n'est pas des obsédés comme un petit peu l'image qu'on en a. Donc, on peut vraiment bosser avec eux. Ils sont vraiment accessibles. Et on bosse aussi avec eux. Du coup, ils sont très calmes en général dans le groupe sur leur interprétativité. Ça, c'est un gros, gros, gros axe thérapeutique parce que souvent, vraiment, c'est des personnes, comme j'ai dit, ils ont eu très, très peu de repères et ils vont avoir ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Donc, on fait de la remédiation cognitive. C'est-à-dire, par exemple, vraiment, ils vont dire « Ah, j'ai une collègue l'autre jour, je crois qu'elle m'aime bien, elle me sourit le matin en me disant bonjour, puis même le jour, elle m'a fait un clin d'œil. » Oui, enfin, ça ne veut pas forcément dire que tout de suite, là, tu vas coucher avec elle cet après-midi. Tu vais peut-être poser la question de son consentement avant. Et pareil, ils vont avoir des idées un peu présupposées du genre « Ah, bah, si elle accepte de venir chez moi, forcément, c'est qu'on va coucher ensemble. » Bah non, évidemment, son consentement peut ne jamais être là, en fait, ou peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et il faut toujours checker. Donc, on leur apprend à verbaliser, à poser des questions, des choses, en fait, d'adultes, de maturité, qu'ils n'ont jamais intégrées. Mais ça veut dire accepter la frustration parce que peut-être que du coup elle va dire non, peut-être qu'ils vont essuyer un rejet. Donc c'est sûr qu'aller prendre directement ce qu'ils veulent, bah, au moins ils sont sûrs de l'obtenir. Mais bon, avec des conséquences derrière. Donc il y a vraiment un réapprentissage en fait, et une maturation, mais qui peut se produire. Pareil, au bout d'un moment, le groupe, ce qui est très efficace pour eux, c'est que, comme j'ai dit, ça fonctionne comme un psychisme individuel, où il y en a qui vont avoir une pulsion et vont dire « Ouais, mais quand même, elles mettent des jupes, etc. » Elles provoquent. D'autres qui vont dire « Mais non, n'importe quoi. Moi, j'ai compris des choses. » Et il y en a, par exemple, un qui, à son procès d'assises, il avait fait plusieurs victimes. Et en fait, elles étaient toutes sidérées. Il arrivait chez elles, donc vraiment le truc extrêmement terrifiant. Il disait « Tu sais ce qu'elles m'ont dit au procès ?» Mais en fait, elles étaient figées et elles se laissaient faire parce qu'elles avaient peur que je les tue. Donc, en fait, elle se laissait violer parce qu'elle disait il vaut mieux que je lui donne ce qu'il veut et que ça ne dure pas longtemps et qu'après il repart plutôt qu'il me tue. Donc, en fait, tu vois, elles avaient peur de mourir. Et donc, peut-être que toi, si elle n'a rien dit et qu'elle ne t'a pas dit non, c'est peut-être qu'elle avait peur de toi. Et en fait, ils se le disent entre eux, ce qui est du coup est hyper efficace. Enfin, si ça vient de nous, les thérapeutes, c'est efficace aussi. Mais si ça vient des autres participants qui se recadrent entre eux, c'est encore plus percutant pour les autres. Donc, un groupe qui me fonctionne bien, c'est vraiment, ça recrée le psychisme individuel. On va dire, il y a le petit ange et le petit démon. Et puis, il y en a qui intègrent la loi et, on va dire, les valeurs morales, qui sont capables d'en parler aux autres, qui vont du coup l'intégrer de manière super efficace. Et alors, il y a aussi chez ces profils-là beaucoup de colère en général. Il y a quand même beaucoup de colère, une haine des femmes ou un sentiment d'avoir été trahi. Je ne rentre pas dans les détails de pourquoi, parce qu'il y a des milliards de raisons possibles à pourquoi ils ont ce ressenti-là, mais souvent une image maternelle extrêmement négative. Et du coup, cette rage, souvent, ressort effectivement, pas tout le temps, pas toute la journée, ils ne vont pas sauter sur les femmes en permanence, mais effectivement, dans les moments, comme j'ai dit, où ils sont fragilisés psychiquement, parce que sous stress, une mauvaise nouvelle, ils ont perdu quelqu'un, ils ont perdu leur job, ils ont rompu. Et là, crac, ils basculent. Ils sexualisent leurs émotions négatives et ils vont se mettre à agresser une femme. Et donc là, on va retrouver le côté un petit peu domination, vengeresse vis-à-vis de vraiment attaquer le féminin et de le dominer uniquement, effectivement, la volonté de faire mal, de nuire pour venir apaiser l'enfant en eux, en fait, finalement, hein, qui a été blessé, qui est super en colère et qu'ils n'ont même jamais conscientisé. C'est aussi là, par exemple, qu'on retrouve les viols conjugaux, où il y a vraiment cette volonté de dominer l'autre et de lui dire t'es mon objet. Enfin, ça peut être aussi, j'y viens juste après, quelque chose de plus pervers, d'avoir de l'emprise sur l'autre. Mais là, vraiment, il y a vraiment ce truc d'aller faire mal parce qu'il y a de la colère. Et donc, ce qui se passe aussi dans le groupe et qui est thérapeutique, c'est que de voir que, par exemple, des femmes, voilà, j'ai un thérapeute homme, mais des fois, je suis toute seule. Bon, une femme qui est là, qui les cadre,
Parce que moi, j'en ai déjà exclu. Voilà, celui qui est arrivé alcoolisé dont je vous parlais, voilà, je dis par contre, nous, on ne tolère pas l'agressivité, les passages à l'acte et on a une loi d'abstinence, donc vous n'êtes pas bourré, vous sortez. Et vous n'aurez pas votre attestation de présence parce que vous ne respectez pas les règles du groupe. Donc, c'est comme ça qu'ils intègrent à respecter les lois parce que leurs actes ont des conséquences. Ça, ils ne l'ont jamais pensé. Ils vont commencer à le penser. Une fois qu'on les sanctionne, en disant, ben non, tu vois, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans la vie. Donc, ils sortent en gros blanc, mais après, ils se tiennent à carreau. D'accord? Donc, en fait, là, je n'hésite pas, je les exclus à manu militari. Et puis, ils reviennent la fois d'après, si ça leur chante, parce que, voilà, après, ils se débrouillent avec leur contrôleur judiciaire ou avec le juge vis-à-vis de leur obligation de soins. Et en fait, j'ai ce côté cadran et en même temps, je les écoute et j'essaie de faire des liens avec leur enfance et de repérer les blessures qu'ils ont, parce qu'ils en ont tous. Et un mélange des deux, en fait, de répressif et de curatif, fait que c'est en fait pour eux un bon alliage. Et du coup, ils ont une vraie adhésion au groupe très rapidement. Ça les soulage, ça leur fait du bien. Et il y en a pour qui c'est même un espace de socialisation, même une nouvelle famille. Il y en a qui le disent beaucoup moins, finalement, bizarrement dysfonctionnel, avec le cadre qu'elle a et l'écoute qu'elle a, et la prise en considération de leur personne, que leur réelle famille. Donc, il y a quelque chose qui s'apaise. Et après, ils développent aussi une bonne image du féminin. Donc, après, ils ont beaucoup moins de colère. Et c'est pour ça aussi qu'après, il y a beaucoup moins, voire pas de récidive. On dit qu'il y a, enfin, les statistiques ont montré qu'il y avait à peu près 95% de non-récidives, une fois que les agresseurs, même les multirécidivistes, passaient dans les groupes de parole. Donc, c'est quand même pas mal niveau efficacité. Et il y en a qui demandent à poursuivre aussi après leur obligation de soins. Donc, j'en ai eu comme ça qui ont fait 15 ans de prison pour des actes très graves, de viol, etc., aggravés avec armes, ça. Et finalement, une fois que leur obligation est terminée, parce que voilà, c'est une alternative à la prison, au lieu d'aller en prison, on les envoie travailler sur leur passage à l'acte. Mais si jamais ils récidivent, par contre, ils sont incarcérés, donc ils ne viennent pas au groupe, bah là, ils sont incarcérés, hein, donc ce n'est pas non plus une liberté et on les laisse tranquilles. Et c'est sur certaines conditions. Et en fait, il y en a plusieurs. Une fois que l'obligation est finie, ils continuent à venir en disant non, mais ça m'appelle, ça me fait du bien, puis c'est super intéressant, puis j'aime bien discuter, etc. Parler de psychologie, parler des mécanismes, tout ça. Donc, en fait, il y en a beaucoup voilà, qui continuent après. Et donc, il y a vraiment une vraie adhésion et il y a une vraie évolution de ces gens-là. On voit vraiment comment ils sont apaisés. Du coup, s'ils sont apaisés, ça, ce sera une récurrence dans tout ce que je vais exposer. En fait, ils sont beaucoup moins susceptibles de passer à l'acte. Je poursuis avec l'autre type de personnalité un petit peu à laquelle on pense tout ça. En fait, statistiquement, c'est celle qu'on expose dans les médias, etc. C'est celle qui marque le plus. C'est pas ce qu'on voit, nous, le plus souvent, vraiment en termes de chiffres. C'est pas ce à quoi on a le plus à faire. Et ça fait 13 ans que je le fais, donc j'en ai vu un petit paquet. Mais bon, les structures vraiment de personnalité perverses existent aussi. Donc ça, c'est les plus retors, mais suspense, ils peuvent aussi, au bout d'un moment, être accessibles à une certaine évolution. Donc là, j'avais dit, pour le psychopathe, il n'y a pas d'autre. Si je veux quelque chose, je le prends, je fais fi des obstacles. Le pervers, lui, il contourne avec jouissance les obstacles et il y a un autre, au contraire, qui l'utilise pour se sentir supérieur, d'accord? Donc, pour se renarcissiser, parce qu'à la base, chez tous les pervers, il y a une énorme faille narcissique. Il y a eu beaucoup, en général, d'humiliation, de complexe, d'abandon, de rejet, de négligence, on préférait ton frère, et puis de toute façon, t'es jamais à la hauteur, et puis de toute façon, on voulait une fille, et puis de toute façon, t'es rien, t'es moins que rien, t'es nul, t'es moins rien. Je ne dis pas que tous les enfants qui ont reçu ce message deviennent évidemment des pervers sexuels. Évidemment, c'est polyfactoriel, mais on retrouve vraiment cette constante dans leur enfance. Et donc, il y a vraiment ce truc d'une grosse blessure en termes d'estime de soi. Et donc, eux, au lieu de se réparer en allant voir un psy, en faisant des choses qui les rendent fiers d'eux, ou en s'inhibant dans leur coin en disant « je vaux rien », ils vont chercher des plus faibles, ou ils vont chercher à attaquer l'autre pour se sentir plus grand que lui. D'accord? C'est le principe de la perversion. Donc, l'autre va être réduit à l'état d'objet, de marionnette. Donc, ils ne sont pas du tout impulsifs. En général, justement, ils jubilent d'être supérieurs aux lois et ils jouent aux gendarmes et aux voleurs, mais de manière subtile, de manière habile, parce que leur jouissance, c'est justement d'échapper à la loi, de se soustraire au réel. Donc, il y a une négation de la réalité, pas comme le psychopathe, juste ça ne m'intéresse pas. Le pervers, au contraire, il aime jouer avec les contraintes et être plus fort qu'elle. Donc, la jouissance est beaucoup plus cérébrale que physique chez les structures perverses. Et donc, ils sont beaucoup plus manipulatoires dans leur modus operandi, dans la manière de s'y prendre. Et pareil, ils font toujours la même chose. Donc, par exemple, il y en a, ils vont sur les quais de gare le soir et puis ils attendent que les demoiselles loupent le dernier train. Puis ils disent « Oh, mais vous êtes perdus, mais moi j'habite pas loin, mais venez, tatata. » Puis ils arrivent à les embobiner, puis du coup, ils les ramènent chez elles et là, ils leur sautent dessus. Donc, on va dire la tactique d'approche, elle est perverse, puisque évidemment, c'est de la manipulation, c'est de la prédation, ils repèrent,
ils font croire qu'ils sont très gentils et qu'ils rendent service, et hop. Il y en avait un aussi comme ça, il se faisait passer pour un photographe pour prendre des photos de nus des femmes. Oui, mais ça va plus loin que ça. Il ne mettait pas de pellicule dans son appareil photo. Donc, je dis, bah alors, ça sert à quoi? Et bien, sa jouissance, c'était d'arnaquer l'autre en face et que ce soit tellement lui qui domine la situation qu'il se dit, je suis tellement dans une illusion de ce professionnel que je ne suis pas du tout, que j'ai même pas, voilà, il ne voulait même pas avoir des photos de nus. Sa jouissance, c'est juste la situation d'emprise où finalement, lui, il savait ce qui se passait et l'autre était complètement en train d'être floué. Et c'était uniquement ça. Il n'y avait même pas de contact physique, rien du tout. Après, elle repartait, c'était terminé. Donc, c'est vraiment de jouissance cérébrale. Voilà. Alors après, voilà, il y a d'autres stratégies. Par exemple, il y en avait un, il y en a plein, mais c'était avec les enfants. Bah, il disait dans les halls d'immeubles, il y avait, je sais pas, une petite fille qui passait. Oh, ma boîte aux lettres, c'est celle qui est tout en haut, mais tu vois, je suis trop petit, tu pourrais monter tout ça. Puis oui, puis il la prenait comme ça, et hop, sur les fesses pour qu'elle prenne, soi-disant, le courrier, machin. Et merci, et puis hop, elle repartait. Donc voilà ce genre de stratégie que j'utilise. Donc voilà, c'est pas du tout impulsif, c'est calculé, c'est toujours la même chose. Et ils arrivent assez bien à leur fin et souvent ils se font pas prendre. D'ailleurs, c'est le type de personnes qu'on reconnaît aussi au fait que la veille de leur procès ou la veille de leur incarcération, ils se soustraient une dernière fois à la réalité et gardent le contrôle jusqu'au bout en se suicidant. Eh oui. Parce que des fois, on se dit, ah, mais c'est la honte et machin, et c'est les remords. Oui, il y en a, si c'est leur type de personnalité, oui. Mais là, voilà, c'est le contrôle ultime, c'est le doigt d'honneur ultime à la réalité, c'est-à-dire, eh ben non, jusqu'au bout, vous ne mourrez pas, quoi. Et ils préfèrent se suicider que d'affronter les victimes, la honte, et de leur dire, ah, je suis désolée, gna, gna, gna. Vraiment, c'est. Voilà. Et alors là, pour les victimes, c'est l'enfer. Bah oui, c'est le narcissisme ultime. Donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils viennent aussi qu'en groupe, vous pouvez vous en douter, hein, parce qu'ils vont pas très envie de travailler sur eux. Ou alors, vraiment, ils peuvent venir en libéral. Bon, moi, j'en ai eu quasiment pas, hein, c'est extrêmement rare statistiquement, mais parce que ça sent le roussi, que leur famille les pousse, etc., et qu'ils sont sinon, voilà, ça va être pire pour eux. Ou alors, ils veulent venir prouver qu'ils ont raison. Par exemple, j'avais un ami avocat, pénaliste, qui me disait, bah moi, il y en a un qui est venu me voir en disant, voilà, vous allez me faire une expertise psychiatrique pour montrer que je suis quelqu'un de très bien et que ma femme, elle dit des conneries, et mes enfants aussi. Et voilà, donc ils instrumentalisent l'autre pour dire je n'ai pas de problème. Et c'est le principe du pervers, c'est attaquer l'autre pour l'affaiblir, soit pour se sentir supérieur, soit pour qu'on ne puisse pas le remettre en question. Parce que pour le pervers, être remis en question, c'est l'effondrement narcissique psychique, c'est l'horreur. Donc il faut qu'il garde le contrôle. Et donc, ça va être des personnes qui par exemple, qui vont approcher les enfants ou toute personne vulnérable, je ne sais pas, les personnes handicapées, etc. Parce qu'ils vont jouir aussi, évidemment, de leur supériorité, facile à obtenir, mais quand même. Et chez les jeunes, il peut y avoir notamment ce qu'on appelle le fantasme d'initiation. Je suis le premier, voilà, donc forcément, ça va la marquer à vie, etc., etc. Même s'il n'y a pas de violence physique, mais il y a un côté, voilà, elle est jeune, elle est inexpérimentée, elle ne peut pas me comparer aux autres, elle n'a pas de point de comparaison, et puis, voilà, je suis son premier, son seul unique, etc. Donc, forcément, ils peuvent être attirés par les jeunes de par leur perversion, plus que par une attirance pédophilique réelle, on va dire, d'accord ? C'est les personnes aussi qu'on peut retrouver, donc évidemment qui recherchent des situations d'emprise. L'ordinateur. Et qui, par exemple, ils vont tenir un café et puis le soir, les ados, après le lycée, ils viennent dans le café et puis puis ils leur filent des boissons gratuites et puis comme ça, les jeunes se sentent privilégiés et puis ils ferment l'établissement. Il leur fait rien, mais il y a un côté, il a sa cour un peu autour de lui et puis du coup, il se sent bien, il se sent valorisé. Puis et puis un jour, voilà, il y en a un, il reste un peu tard et puis hop, ça dérape et puis il y a une petite caresse sur les fesses ou sur le sexe et tout ça et hop, bim, agression sexuelle. Mais on va dire, il y a ce côté, c'est pareil, c'est comme les entraîneurs sportifs, la pédocriminalité dans l'église, en fait, tout ce qui va être situation où il y a un ascendant et dont ils peuvent se servir, évidemment dans l'inceste, un parent dans sa toute puissance incestueuse avec son clan, hein, vraiment le côté tu es dans ma famille ou tu es hors de ma famille, donc évidemment je ne peux pas être contredit, sinon il y a un risque d'ostracisation, donc en fait c'est vraiment tu es avec moi ou sinon tu t'en vas, quoi, et je te le ferai payer de m'avoir contredit, et donc c'est vraiment la recherche de la toute puissance, mais voilà, à but vraiment de se renarcissiser. Donc, oui, pareil, pour se déresponsabiliser, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont attaquer le cadre extérieur. Donc, par exemple, ils vont dire, oui, mais les lois sont mal faites. Dans d'autres pays, la majorité sexuelle, elle est plus basse. Et puis, au temps des Grecs, la pédérastie, c'était une manière d'enseigner, puis de transmettre, et puis c'était très bien. Et puis, il y a des enfants qui aiment ça, et puis il n'y a pas de problème. Et puis, regardez aussi les angelots dans les églises, quand même, ils sont tout nus. Hein. Franchement, on nous provoque, et après, on s'étonne, machin, machin. Donc, c'est limite l'extérieur qui les persécute, et ils sont victimes d'être excités
par le réel qui, évidemment, les pousse au crime. Donc, ça, c'est des discours qu'on entend. Donc là, on les repère tout de suite, hein, les pervers qui vraiment se disent « moi, j'y suis pour rien, c'est votre faute, et moi, j'ai toujours raison, et je suis blanc comme neige ». Et aussi, du coup, alors, ils vont aussi se servir des distorsions cognitives, mais pour se déresponsabiliser et accuser l'autre. Par exemple, j'en avais un là, petit papy qui disait, voilà, moi je tenais un stand, je sais pas quoi, Foire de Paris, et puis j'avais mon truc là sur la table, et puis il y a une petite là de 10 ans, elle vient, puis elle dit, oh, c'est quoi, je peux voir et tout. Elle m'allume, clairement, elle m'allume. Enfin bon, quand même, c'est évident. Donc voilà, évidemment, voilà, elle m'a provoqué, machin. Et en fait, ils savent très bien, dans le fond, qu'elle ne les allume pas. Mais ils disent, oui, mais comme ils jouent la fausse innocence pour dire, voilà pourquoi j'ai fait ça, c'est de sa faute, etc. Et ils peuvent aussi attaquer le cadre du coup, de la thérapie, parce qu'évidemment, quand ils viennent en groupe, ils sont extrêmement pas contents d'être là, puisqu'ils sont obligés par le juge, sinon ils vont en prison. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils peuvent pour affaiblir leur adversaire, nous, les thérapeutes. Ils utilisent ce qu'ils peuvent. Par exemple, j'en avais un, voilà, donc j'énonce les règles du groupe, il arrive pour la première fois, ponctualité, je sais pas quoi, confidentialité. Puis il dit, excusez-moi, vous parlez ponctualité, mais enfin bon, ça devait commencer à 17h, vous avez démarré à 17h02, donc en fait, vous ne respectez pas vous-même vos propres règles, donc pourquoi est-ce que nous, on devrait les respecter? Ouais. Donc ça me fait vachement marrer, ce genre de truc. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Comment je réponds? Je rigole. Et en fait, ce qu'il faut leur montrer, je ne suis pas dupe. Tu ne m'auras pas à ton jeu et je ne mordrai pas l'hameçon de la culpabilité, je ne me rendrai pas responsable. Donc là, en fait, je dévoile le jeu psychologique, comme on dirait en analyse rédactionnelle. C'est-à-dire que je leur dis, ah oui, vous avez essayé de me déstabiliser, de me faire me sentir illégitime pour pouvoir ne pas que les règles du groupe et de la thérapie s'appliquent à vous. Je vous laisse tranquille. Désolée, ça ne marche pas. J'ai vu la ruse, mais réessayez. Vraiment, perdez pas. Et des fois, j'y vais à fond. Je dis, essayez une prochaine fois, vous découragez. Peut-être qu'un jour, vous y arriverez. Mais là, cette fois, non, ça ne va pas marcher. Essayez encore. Voilà. Et en fait, j'essaye plusieurs trucs. Donc, soit je fais un peu comme ça, de la dérision, du sarcasme. En général, ça leur coupe la chic. Les autres rigolent. Et si les autres rigolent, là, comme c'est à leur dépens, ils ne sont pas contents du tout. Du coup, ils s'arrêtent parce qu'ils disent, oula, ça ne marche pas. Donc, bien sûr, ils peuvent être en colère et partir, sauf qu'ils sont en obligation de soins, donc ils n'ont pas non plus 36 000 endroits où aller. Hein. Et donc, je leur envoie, des fois c'est en individuel aussi, ils vont tenter de me choquer, de me raconter toutes les paraphilies qu'ils ont, dit oui, alors moi, je suis urophile, scatophile, puis ils me sortent des trucs, et je vois qu'ils essayent de me sidérer, ce qu'ils ont fait avec nombre de leurs thérapeutes d'avant. Pas de bol, moi je suis spécialisée dans le sexe transgressif, donc on va dire tout ça, bon, je ne tombe pas vraiment des nues. Donc je me rappelle ce petit papy là aussi qui avait essayé de me choquer comme ça, j'avais pris un air très ennuyé. Puis au bout d'un moment, j'ai fait, bon, c'est terminé. J'ai dit, mais vous avez oublié d'autres paraphilies. Puis je commence à lui en citer d'autres qui ne m'avaient pas dites. Puis je dis, celle-là, vous ne les avez pas? Puis je vois que c'est lui qui est un peu sidéré. Puis ah non, je ne les ai pas, celle-là. Je dis, ah bon, d'accord. Bon. Voilà. Et donc, en fait, je leur montre que je ne tombe pas dans le piège, qu'ils ne peuvent pas me choquer, ils ne peuvent pas me sidérer, ils ne peuvent pas me sentir illégitime, que moi, je ne suis pas en obligation de soins, mais que eux, oui. Donc moi, je ne suis pas obligée de les recevoir, que s'ils attaquent le cadre, ils peuvent aller se faire suivre ailleurs et ils se débrouilleront encore une fois avec le juge. Et qu'en attendant, soit ils ne font pas perdre mon temps ni le leur et donc ils s'en vont, ou alors ils restent et là, ils se mettent vraiment à bosser sur eux-mêmes, sur leur perversion et sur pourquoi ils dépensent tellement d'énergie à se déresponsabiliser et à protéger la faille béante narcissique qu'ils ont au fond d'eux, cachée tout au fond de petits garçons qui s'ouvrent. Je leur dis ça comme ça. Bon, en général, là, ils se calment. Et là, en fait, il y a un double effet. C'est déjà souvent, ils disent, OK, elle, je ne peux pas jouer mes trucs habituels. Donc, effectivement, soit je bosse avec elle, soit je m'en vais. Et souvent, ils restent parce que d'un coup, il y a une sorte de respect qui s'instaure, d'estime de, OK, d'accord, elle ne s'est pas fait avoir. Et en fait, là, l'alliance thérapeutique a lieu. Et là, ils peuvent se mettre vraiment à bosser. Et donc, je me rappelle de ce petit papy qui m'avait dit sa voix chevrotante. J'ai du caractère, ça me plaît bien, je vais rester. Voilà. Et, mais après, évidemment, en respectant les règles du cadre. Hein, sinon, c'est exclusion directe. Et puis, en plus, quand je leur renvoie quelque part, je vois ce qui te fait sourire. J'en avais un, par exemple, voilà, bon, très classique, papa absent, machin, jamais reconnu par papa. Et maman pas très sympa non plus à la maison, un peu humiliante et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'on a analysé avec ma collègue pour le coup, c'était qu'il s'était fait une cour comme ça autour de lui, de jeunes filles évidemment un peu influençables, un peu impressionnables et tout ça. Il crée de la fascination et puis bon, au bout d'un moment, évidemment, il n'a pas à résister, ça a dérapé. Il a profité de cette fascination. Donc c'était tous azimuts. Il était intéressé par les adultes, mais aussi voilà, par les jeunes filles. C'était un peu tout ce qu'il pouvait obtenir de satisfaction narcissique, de ah, je suis important, ah là là, je vois la fascination dans leurs yeux. Évidemment, il y allait.
Et donc, quand on analysait, mais en fait, puis, ouais, et puis mon père, la seule fois où il s'est occupé de moi, c'est quand il était à mon procès. Je dis, ouais, donc vous avez fait des conneries, non seulement pour vous narcissiser, parce que vous n'avez pas confiance en vous, et parce que comme ça, vous avez fait venir papa enfin s'occuper de vous pour la première fois de votre vie. Et là, plus. Et en fait, là, ils percutent, ils font le lien avec effectivement leurs blessures d'enfance. Et là, ça les touche et ils peuvent se mettre à bosser réellement en disant, OK, j'ai un intérêt à venir bosser parce que quand même, je vois qu'elle avait un truc. Et d'un coup, je passe de c'est pas bien, machin, parce qu'évidemment, tout de suite, ils plaquent qu'on va leur faire la morale, leur répéter ce que le juge a dit, c'est pas bien. En fait, nous, on n'est pas là pour ça. On les cadre, encore une fois, s'ils débordent les règles du groupe, évidemment. Mais sinon, on leur dit, mais en fait, non, on va bosser pour que tu sois mieux, parce que paradoxalement, si tu es mieux dans ta vie, tu feras moins de conneries. Mais vraiment, ça, c'est une règle systématique. Et donc, là, en fait, ils voient leur intérêt et ils peuvent se mettre à venir penser les plaies de la partie dysfonctionnelle, en fait. Et ça, c'est la meilleure manière que ça fonctionne. Thérapeutiquement, c'est le meilleur axe de guérison qui soit. C'est extrêmement efficace. C'est comme ça qu'ils évoluent. Ouais. Voilà. Ah oui, il y a un dernier truc pour ces gens-là, c'est aussi que quand ils sont en groupe, l'intérêt, c'est une identification aux autres. Donc, il y en a au départ, ils arrivent et puis ils boutent dans leur coin, ils disent, ouais, moi, je ne parlerai pas, je ne me présenterai pas. Ils sont pas, bon, chacun son fonctionnement, mais dans notre groupe à nous, ils ne sont pas obligés de parler. Ils se présentent juste une fois et après, voilà, c'est parole libre, etc. Toujours sur le thème de la sexualité, des relations aux autres, du consentement, du rapport à la loi, etc. Mais du coup, il y en a qui restent dans l'ombre quelques temps. Et puis, j'en ai vu plusieurs. Vraiment, le discours de départ, c'était oui, mais c'est elle qui me courait après, et puis voilà, et puis vraiment, elle m'a dit, ah, ça me gratte un peu le dos, donc forcément, je lui ai gratté le dos, enfin bon, bref, elle l'a cherché. Et puis, quelques mois plus tard, ils écoutent les autres. Et en fait, par identification, donc il y a des processus identificatoires, les autres qui racontent, qui sont moins pervers, parce que ce n'est pas des groupes de pervers, hein, c'est des groupes de type de passage à l'acte commun. Et donc, il y a différentes personnalités qui disent mais non, mais je vois bien, moi, qu'en fait, ça me valorisait d'être avec cette petite jeune qui me regardait comme ça, j'étais son prof de maths, je sais pas quoi, Bon. Et donc, en fait, des fois, ils disent, au bout d'un moment, ils sortent du silence, ils disent non, mais en fait, je vais me présenter, me représenter, parce qu'il y a un nouveau qui arrive. Et en fait, non, mais je reconnais, si je suis vraiment très honnête, oui, je me suis débrouillée pour qu'elle reste avec moi dans ma boutique ou pour la faire venir sur ma table de massage. Et puis, oui, je me suis arrangée pour la caresser à des endroits qui me faisaient plaisir à moi. Et non, je vois bien qu'elle n'a rien provoqué du tout. Et vraiment, ça, je l'ai eu. Donc, ils se mettent vraiment à bosser au bout d'un moment par aussi identification aux autres. Ils peuvent raconter des choses similaires. Donc, voilà, le groupe est très puissant à ce niveau-là, hyper efficace. Et mais en individuel aussi. Alors maintenant, je vais passer donc à la partie en fait la plus importante au sens où c'est les personnes qui évoluent le mieux et qui sont le plus nombreux. Donc c'est vraiment le type de gens. Alors si vous êtes thérapeute, s'il y en a qui se présentent à votre porte, ce sera ce type de personnes que vous aurez. Donc rassurez-vous, ils sont très susceptibles d'évolution et ils sont hyper demandeurs, même s'ils ont fait des actes extrêmement répréhensibles. Donc, c'est des personnes, en fait, on va dire c'est les profils les plus névrotisés, c'est-à-dire ils ont accès à la honte, à la culpabilité, à l'angoisse des conséquences, etc. Ils ont de l'empathie pour les autres et ils viennent, alors, soit d'eux-mêmes au groupe de parole dont je viens de vous parler, mélangés avec les obligations de soins, c'est pas grave, soit ils viennent nous voir en individuel, donc payant, etc., pour commencer un travail. Donc là, ils viennent d'eux-mêmes ou sous obligation de soins, mais voilà, ils viennent bosser avec moi en libéral. Et il y en a qui s'inscrivent au groupe que moi je fais en libéral, qui est payant lui aussi, en plus, où ils peuvent voilà, échanger entre eux et se confronter entre eux sur cette thématique. Donc, il y en a qui cumulent les trois. Autant vous dire que voilà, sont motivés. Alors, il se trouve, c'est comme ça, hein, c'est empirique, c'est une observation, que ça ne concerne que, pour le coup, les fantasmes ou les passages à l'acte impliquant des mineurs, filles ou garçons. Je n'ai pas d'agresseurs qui disent j'ai envie de toucher les femmes dans le métro ou de m'exhiber dans les parcs qui viennent. C'est que des personnes qui ont une attirance pour les mineurs. Donc là, ils arrivent tout paniqués. Souvent, ils ont des idées suicidaires. Voilà, en gros, ils me disent mais voilà, vous êtes mon dernier rempart, sinon je vais me pendre, quoi, parce que c'est plus possible, je ne supporte pas ce que je suis, je me vois dans la glace, je me crache dessus. Il y en a un qui me disait comme ça, qui voyait les couteaux, le ciseau dans la cuisine, et tous les matins, il se disait, je vais me castrer, comme ça, on sera réglé. Et il a vraiment failli le faire plus d'une fois. Et souvent, alors sinon, soit c'est à l'état de fantasme, donc ils viennent avant de risquer justement de passer l'acte, ils disent, je ne veux surtout pas basculer, donc aidez-moi à comprendre pourquoi j'ai ces idées dans la tête, et à les endiguer, à ne jamais les concrétiser. Ou alors, ils ont consulté de la pédopornographie. On va dire ça, c'est vraiment statistiquement ce que j'ai le plus et ils veulent s'arrêter. Parce que ça, c'est un truc très compulsif, extrêmement addictif
Et souvent, le profil vraiment phare que j'ai des appels de ce type de personnalité, homme ou femme, toutes les semaines, c'est un grand obsessionnel, avec une très faible estime de lui-même, avec des idées extrêmement intrusives et des ruminations, pourquoi je suis comme ça, machin, machin. Presque les rituels de vérification, ils voient une pub avec un enfant McDo dans la rue, ah, est-ce que ça me fait de l'effet? Non, oui, je sais pas, je sens une tension, ça y est, c'est sûr, je suis pédophile et machin, voilà. Et donc, ils viennent vraiment avec cet état de panique, de grande honte, en général, niveau intellectuel supérieur, grande t'occupabilisation, remise en question, machin. Et donc, il y a un process comme ça, comme je disais, très compulsif, presque de l'ordre du TOC. D'ailleurs, voilà, je l'ai un peu dit, ils ont souvent ce truc un peu de TOC, aller vérifier, ruminer, machin. Et donc, ils sont en grande demande et grande souffrance. Et en fait, on va dire qu'ils sont vraiment. Alors, j'ai beaucoup, du coup, évidemment, hein, je vais le dire après encore, mais d'anciennes victimes qui viennent et en fait, qui ont créé des phobies d'impulsion, des identifications à l'agresseur. Et donc, dans ce truc de répétition traumatique, en fait, héritent de ce type d'idées intrusives et du coup, viennent me voir en disant qu'est-ce que c'est ça? Je suis complètement tarée, je suis perverse, je suis un monstre, etc. Je dis perverse parce qu'il y a des femmes. Et des fois, 19 ans, voilà, première de classe, enfin vraiment. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un gros clivage chez ces personnes. J'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, vraiment, c'est très clair, c'est qu'il y a vraiment la partie adaptée qui lutte contre ça, qui évidemment a plein d'amis, même des fois des enfants, et quelqu'un voilà, tout à fait fonctionnel, etc., et qui ne supporte pas la souffrance d'autrui. Et puis, il y a la partie dysfonctionnelle, toujours la même, hein, qui est là, et en fait, il n'y a pas de dialogue entre les deux parties. Parce que, je veux dire, ça peut tous nous arriver d'avoir des pulsions, des idées agressives, je sais pas, hurler quand on en a ras-le-bol, casser un truc, pousser les gens dans le RER parce que c'est bondé, on n'en peut plus, étrangler son patron. On ne le fait pas, on est adapté, a priori la plupart d'entre nous. Mais en fait, c'est parce qu'on dit à la partie qui a envie de faire les choses, non, ne le fais pas, c'est pas bien, c'est pas adapté, tu connais les conséquences, tu n'en as pas envie, ça va faire souffrir tout le monde, toi y compris, etc. Et eux, ça ne dialogue pas. Donc, ils voient bien qu'il y a un problème, mais ils n'arrivent pas à aller lui parler pour la comprendre ou la contrôler. Donc, on va aller voir cette partie ensemble dysfonctionnelle. Donc là, il y a plein de choses. Alors, je précise aussi que dans le profil typique, c'est des gens qui sont en général, parce qu'on dit pédophilie, mais déjà, souvent, c'est assez rare statistiquement qu'ils soient attirés par les prépubères. On imagine toujours le vieux pervers en anorak caché à la sortie de l'école, etc., qui aime les petits-enfants et qui leur saute dessus. La réalité, c'est des personnes souvent plutôt attirées quand même par les adolescents, dans ce qu'on appelle l'hébéphilie, qui est une sous-partie de la pédophilie, d'accord. D'ailleurs, quand c'est prépubère, c'est souvent beaucoup plus de la répétition traumatique, surtout d'ailleurs quand c'est sur un garçon et du même âge. Enfin, il y a vraiment un truc de répétition très clair de ce que l'on a vécu. Sur les filles, c'est beaucoup plus de la phobie, voilà, le truc de ne pas grandir, un peu syndrome de Peter Pan, et parce que les femmes leur font peur, ils ont peur d'être rejetées ou machin, machin. Je vais y revenir, mais voilà, c'est un peu d'autres choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils sont aussi attirés par les adultes en général, d'accord? D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ou elles sont en couple et ont une sexualité même satisfaisante adulte, d'accord? Donc, c'est vraiment une partie d'eux qui ne comprennent pas qu'ils cette partie obscure qu'ils ont besoin de bosser. Donc, c'est des personnes, le schéma est toujours le même. Ils arrivent, après, en général, alors, soit ils arrivent d'eux-mêmes, soit ils arrivent en faisant des passages à l'acte pour se faire choper. Clairement, ils le comprennent inconsciemment ou plus ou moins presque consciemment. Donc, c'est des actes gros comme une maison, quoi. C'est-à-dire, ils vont aller au commissariat parce on leur a volé leur portefeuille. Et puis, ils vont se trimballer dans leur poche avec une clé USB avec des photos pédopornographiques. Puis, ils vont l'oublier devant le commissaire en chef. Et puis, après, on va leur rappeler, monsieur, on a un autre truc à venir vous dire, venez. Et puis là, hop, menottes, machin. Ou alors, je sais pas, ils vont consulter aussi la pédopornographie dans un cybercafé. Puis, on va la page d'accueil ouverte en nous disant, tiens, c'était à côté. Donc, bon, on va dire, et en fait, ils me disent, parce que c'est eux qui me confirment, hein, ils me disent, non, mais en fait, j'attendais que ça, qu'on vienne me chercher, j'en pouvais plus, mais je n'arrivais pas à moi-même. Alors, c'est là où c'est très important de former les thérapeutes à recevoir ce type de personnes et à multiplier les points de prise en charge. Ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ont extrêmement honte, ça se comprend, ils ont extrêmement peur. Il y a aussi, ça aussi, j'en parlais tout de suite, beaucoup de fantasmes autour de, ah, mais je vais aller tout de suite en prison, à peine je j'ouvre la bouche, donc bah, forcément, c'est tellement le sujet tabou, diabolisé, du coup, ils restent dans l'ombre. Du coup, là, ils sont dangereux. Ou alors, ils me disent, bah, je suis allée voir des gens, ça fait des années, des centres médico-psychologiques, des thérapeutes en libéral, et puis ils m'ont fermé la porte. Ils m'ont dit, oh là là, je ne fais pas ça, ce qui est parfaitement compréhensible. Mais les gens ne savent même pas
enfin, les thérapeutes ne savaient pas qu'on peut réorienter ces gens-là vers des centres spécialisés ou qu'il y a un numéro vert qui existe, qu'on peut appeler justement, qui lui ensuite va écouter la personne et la réorienter là où il faut. Donc en fait, il y en a qui disent, mais en fait, là, pourquoi je ne vous ai pas trouvé avant, j'ai toujours trouvé porte close, etc. C'est terrible, je me débat avec mon truc. Et donc, oui, effectivement, en fait, ils sont extrêmement soulagés. Ça, je crois que c'est 100% des discours, c'est, mais j'étais soulagée quand la police est venue me chercher, terrifiée, mais je me suis sentie libérée, quoi. Et en fait, hélas, il me fallait ça, une grosse crise comme ça, et une grosse une grosse connerie pour qu'on vienne me chercher, pour qu'on m'arrête parce que je n'arrivais pas. Donc en fait, ils sont allés chercher à l'extérieur les limites qu'ils n'arrivaient pas à générer depuis l'intérieur. Oui, donc la question du signalement, parce qu'aussi on me dit, mais alors c'est vrai, tu dois les signaler, etc. Alors en fait, la loi est très claire. On ne signale pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un auteur de faits illicites, sauf si ça implique un mineur. Un mineur, toujours mineur, et actuellement en danger ou en situation préoccupante. Donc en fait, on ne signale même pas le nom, prénom d'une personne qui aurait fait des délits, on ne signale qu'un mineur en danger. Donc, il faut les coordonnées du mineur en question, il faut le connaître, il faut que ce soit une personne identifiée dont on aurait le nom et l'adresse. Et si cette personne aujourd'hui est majeure, si quelqu'un vient me voir en disant, bah voilà, j'ai agressé mon frère quand on était tout petit, ça me hante, j'aimerais comprendre pourquoi des années après, ou je lui en ai reparlé il n'y a pas longtemps, et il me dit, bah oui, je m'en rappelle, et oui, ce serait bien que tu ailles travailler ça, ok, j'y vais. Mais bon, son petit frère aujourd'hui a 24 ans, bon, bah, on ne peut rien faire. D'accord? C'est comme les femmes battues par leur mari, bah, si elles sont majeures. Pas faire grand-chose. Et puis, c'est comme, je sais pas, enfin, de l'ordre du délit, s'ils disent je consulte de la pédopornographie, à part si ça concerne leur petite nièce, voilà, enfin, il y a vraiment là une personne identifiée. S'ils vont sur Internet regarder des trucs et tout ça, bah, c'est comme en fait quelqu'un qui dirait je consomme du cannabis, bah, c'est illégal, pourtant, on va pas aller le signaler à la police, on va essayer de travailler avec lui son addiction pour qu'il consomme plus de cannabis. Donc là, en fait, c'est pareil, on ne peut rien faire, on ne peut vraiment rien faire, on ne peut pas lever le secret professionnel. Il faut qu'il y ait un mineur donc actuellement en danger. Et donc, ça m'est arrivé, en fait, ça m'est arrivé une fois en 13 ans. Autant vous dire que, voilà, c'est pareil, c'est extrêmement rare. Et en fait, c'est un homme qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'ai une attirance pour, pour ma belle-fille. Et donc, voilà, j'ai commis des attouchements sur elle, etc. Et je lui dis, elle a quel âge aujourd'hui? Ah, elle a 16 ans, donc bah, elle est toujours mineure. Donc, en fait, là, moi, je veux bien, parce que ça n'avait pas été judiciarisé. Il se trouvait que, alors là, c'est un peu le cas d'école, justement, il avait des échanges avec elle très explicites sur son téléphone, parce que ça faisait des années que ça durait. Et en fait, bah, devant la mère de cette fille au restaurant, il ne se cachait pas. Et puis, en fait, elle a fini par me griller, quoi. Et puis, en fait, voilà, tout de suite, le pot rose a été découvert finalement. Donc, il analyse après coup qu'effectivement, en fait, quelque part, il voulait se faire prendre, mais qu'il n'arrivait pas à lui dire ou à les consulter. Et donc, quand il me dit, ouais, toujours mineur aujourd'hui, donc je dis, bon, donc en fait, là, on a deux possibilités. C'est très bien que votre femme vous dise, mais elle va travailler dessus, etc. Elle ne savait pas encore si elle allait porter plainte. Hélas, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est une réaction très courante que la conjointe, la mère, soit bien embêtée et ne sache pas trop comment réagir. Et encore, elle avait paniqué sur le moment, là où d'autres, ils surprennent le père en plein acte avec leur fille, ils ferment la porte. Hein. Ça, voilà, malheureusement, ça a beaucoup de cours avec le déni qui arrive très rapidement chez les mères. Donc là, bon, elle était ambivalente, on était en attente. Donc, dans tous les cas, voilà, s'il n'y a pas de plainte, moi, je suis obligée de le judiciariser. Mais on a un autre choix qui est un petit peu moins infantilisant pour vous, c'est vous alliez vous-même vous signaler. C'est possible, on peut aller s'auto-signaler. Pour le coup, c'est possible, j'ai commis un délit ou un crime. Au commissariat, on va prendre votre déposition, etc. Et donc, il me dit, d'accord, ok. Parce qu'en fait, je lui dis, c'est simple. Parce qu'on me dit, ouais, mais si la personne, elle ne veut pas. Bah, si la personne, elle ne veut pas, bah, je lui dis, moi, je ne travaille pas avec vous. Je ne couvre pas les passages à l'acte. Et si la personne, elle disparaît, que je ne la revois jamais, moi, je ne lui cours pas après. Je ne suis pas policier. Je ne vais pas aller la chercher, dire, attention, il faut absolument que vous me révéliez le nom de la victime en question. Et puis, je vais la voir. Donc, moi, je dis, si vous travaillez avec moi, par contre, on est effectivement dans l'alliance. Et puis surtout, on n'est pas dans la caution du passage à l'acte. Donc, en fait, soit vous allez vous-même vous signaler, comme ça, c'est pas moi qui le fais, soit j'y vais si vous n'y allez pas. Si vous coopérez, vous me donnez les coordonnées de la personne en question, et sinon, vous partez et on ne se revoit pas. Et du coup, il se trouve qu'il me dit, OK, je vais voir. Dans l'attente, il m'a téléphoné le lendemain. Bah, en fait, la mère de la victime a porté plainte. Donc, j'ai envie de dire,
c'était réglé, il y avait judiciarisation de l'affaire. Donc, nous, on pouvait bosser en thérapie jusqu'à ce que voilà, la justice prenne le cas en charge. Mais en fait, il est quand même allé se sursignaler par-dessus, parce qu'on peut faire un sursignalement. Et il est quand même allé se dénoncer lui-même à la police pour les mêmes types de faits qui avaient déjà été révélés, du coup, par sa compagne. Oui, il est en thérapie avec moi. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc, et il reconnaît tout à fait l'emprise qu'il a instaurée, il comprend comment il l'a fait, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, vraiment, ça évolue super bien. Et il reconnaît tous ces mécanismes pervers parce qu'en fait, on peut être dans une personnalité qui se remet en question, c'est-à-dire pas de structure perverse, où on peut accepter, ouais, j'ai fait des conneries, oui, je reconnais que j'ai manipulé. On peut faire on peut avoir eu des comportements pervers sans être de personnalité, de structure de personnalité perverse. Donc, ces gens-là, c'est bien parce qu'ils sont accessibles. Et moi, je leur dis, là, vous avez été très égocentrique. Par exemple, lui, bah, j'ai pu lui dire, non, mais quand vous me disiez, oh, elle avait l'air d'accord, elle souriait, puis bon, voilà, elle ne s'est jamais plainte, etc. Est-ce que vous lui avez vraiment, vraiment beaucoup posé la question? Est-ce que vous êtes vraiment attardé sur les signaux de consentement? Mais non, j'avoue que ça m'arrangeait aussi de me dire ça a l'air d'aller sans chercher à creuser davantage. Je dis oui, donc c'est un comportement égocentrique. Là, il y avait seul votre plaisir comptait. Il me dit oui, c'est vrai. Voilà. Et s'il y avait des trucs où, je dis il, mais en fait, je parle pour une généralité, évidemment, similaire, parce que j'en ai plein des comme ça. Si ça arrangeait pour se retrouver seule dans la pièce avec elle, machin, ou truc, ou bidule, et ben, je vais dire, ça, c'est un comportement manipulatoire. Donc ça, c'est un comportement pervers. Et les personnes, en fait, entendent et reconnaissent. Et après, ils disent, OK, donc ça, il faut que je change, c'est plus possible. Oui, je parle aussi, parce qu'on n'en parle pas assez. Ça commence tout juste, et c'est hyper important en prévention. Et des fois, il nous arrive des rapports d'agression sexuelle entre mineurs, et parfois des très, très jeunes enfants. C'est-à-dire qu'on a des enfants de, je sais pas, de 7 ans qui agressent des enfants de 3 ans. Alors déjà, autant vous dire que l'enfant de 3 ans a les mêmes séquelles qu'une victime d'un pédophile, par exemple, parce que pour lui, un enfant de 7 ans, c'est un grand, c'est un adulte, c'est d'accord, même s'il n'est pas encore sexué. Voilà, pour lui, c'est vraiment c'est très impactant, avec les mêmes séquelles de trauma qu'on retrouve chez les plus grands. Et en fait, ce qui se passe, c'est pour le coup, oui, on fait un signalement, mais on ne dit pas celui de 7 ans, c'est un agresseur sexuel. En fait, on considère que c'est aussi un mineur en danger, en souffrance et en situation préoccupante, parce que qu'est-ce qu'il a vu, entendu, vécu pour faire des actes sexués à sexualiser à un âge où clairement on n'est pas censé du tout être dans la sexualité adulte. On peut avoir une curiosité infantile. Ah, moi j'ai un zizi, toi t'es une fille, dis où ton zizi, machin, fais voir. Ça s'arrête là. On ne va pas faire des actes de pénétration, les muqueuses, la jouissance, tout ça est étranger. Donc s'il commence à avoir des trucs de préliminaires, de pénétration, même des simulacres, il faut se dire, oulala, toi, dans quel environnement tu vis? Donc en fait, les services sociaux vont ainsi s'intéresser à l'agresseur mineur et le prendre en charge. Et en fait, on retrouve toujours des climats incestuels, des trucs ou évidemment des choses qu'ils auraient vues, des scènes vues. Et parce qu'il faut savoir que si les enfants qui sont témoins des fois de scènes, parce que voilà, ils étaient avec des camarades plus grands ou des cousins qui font des trucs, etc., et eux le voient, bah, être témoin d'une scène d'abus sexuel, c'est un peu être victime aussi, quoi. Donc, c'est un peu comme s'ils l'avaient vécu. Hein. Donc, ils en ont un peu les mêmes traumas derrière ou les mêmes repères brouillés. Donc, après, ils font ce qu'ils ont vu en disant, bah, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait. C'est marrant, c'est un jeu, c'est la normalité. Donc, on considère qu'eux aussi, quelque part, sont des victimes à traiter. Et si on les prend alors qu'ils ont 7 ans, vous imaginez la prévention qu'on fait. Parce que là, en quelques séances, c'est réglé. Ce n'est pas des années de dysfonctionnement ou de construction déviante qui se poursuit pour arriver à, je sais pas, à 30 ou 40 ans ou 60 ans. Mais là, c'est quand même beaucoup plus dur de les faire changer. Ils ont des fixations sexuelles beaucoup plus dures et des croyances beaucoup plus dures à remanier. Puis surtout, ils ont le temps de faire d'autres victimes, quoi. Donc là, si on le prend à cet âge-là, c'est génial. Donc vraiment, on appelle ça des CSP, des comportements sexuels problématiques. Et ça, voilà, dans les classes, on peut vraiment les repérer. Il faudrait former mieux tout le monde. Mais vraiment, on peut faire beaucoup de choses en fait en prévention. Ok. Ouais, mais je peux en parler tout de suite. Pour faire de la prévention, dire tu fais venir un intervenant du sujet, peu importe, un psychologue, une assistante sociale, enfin, quelqu'un qui s'y connaît un peu et pas besoin voilà,
avoir des connaissances très poussées pour faire des choses basiques comme ça, de parler du consentement et de dire ton corps, il est à toi. De dire aux enfants, non, l'adulte, il n'a pas le droit de voir ton zizi si ce n'est pas ton pédiatre et encore dans certaines circonstances, et tes parents, mais même tout le temps, ce n'est pas justifié, et ta. Donc, dire des choses très simples. Il y a des comptines qui existent, genre ton corps est le tien, mon corps m'appartient, enfin des choses dès la maternelle, on peut dire aux enfants, tu n'es pas d'accord qu'on te touche, tu dis non, et on a le droit de dire non. Et puis surtout, on parle à ses parents, on dit, monsieur, il m'a fait un truc, je ne sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. On ne reste pas des années. Il faut que les parents, évidemment, hein, c'est d'autres générations, mais il faut qu'on arrête que les parents ne sachent pas recueillir la parole de l'enfant, parce que c'est pour ça que les enfants, ils ne parlent pas. Ou alors ils parlent, puis on ne les croit pas. On les gifle en disant, mais arrête de dire des bêtises. Pourquoi tu parles comme ça de tonton? C'est pas gentil. Je ne vous raconte pas hein, derrière les dégâts. Ça bouge un peu et que les enfants pas tant. J'étais l'autre jour dans le Var avec Loïc à faire tourner de ma chaise, à faire de la sensibilisation dans un collège à la Seine-sur-Mer. Le directeur de l'établissement qui me fait comme ça, mais Florence, ok, j'ai un collège dans une zone un peu sensible, à part 2-3 histoires de rebeux, il m'a dit on n'a pas ça, j'ai dit pardon. Oui. Ah, ok, on pourra en parler. On pourra en reparler après, effectivement. Ouais. Non, il y a encore, voilà, toujours du déni, en fait. Tu vois, par exemple, les familles incestueuses où il y a beaucoup de déni, on se voile la face, on ne veut pas faire du bazar dans les familles, on retrouve ça dans les institutions. Et moi, je dis toujours, même des fois, des villages entiers, on a des histoires. Tout le village, la personne victime, elle s'adressait à tout le monde, aux prêtres, aux professeurs. C'est compliqué, moi, je n'aime pas. C'est tabou, en fait. Qu'est-ce que Ah ouais, bah oui, tout le monde se connaît. En fait, on culpabilise. Voilà. Exactement. Parce qu'en fait, c'est communautaire et justement, il y a un côté où ça met du grabuge. Et donc, en fait, le village, c'est comme une famille incestueuse. Il y a un peu plus de monde dedans, mais globalement, ça marche pareil. Mais en fait, oui, non, mais en vrai, c'est vrai, j'y vais revenir. Mais du coup, la consanguinité, c'est quand même un fonctionnement incestuel. Donc, c'est l'idée que voilà, tout le monde se mélange et qu'il n'y a pas vraiment de limites qui sont posées. Et effectivement, en fait, j'en parle après, ne pas avoir des limites posées très tôt, bah, ça laisse la place à beaucoup de passages à l'acte sans trop se formaliser ou sans trop comprendre le problème. Hein. J'étais sur un séminaire dans le 95 la semaine dernière dans les professionnels. J'ai quelqu'un qui travaille dans le social à qui on a expliqué l'emprise et à un moment donné, il dit oui, mais en fait, vous expliquez l'emprise entre 7 et 8 fois, mais en fait, si les gens y retournent, c'est que quelque part, ils y sont bien. Donc, comme ça, oui, et bien sûr. Quand tu parles comme ça me fait peur. Oui, et puis moi, j'ai déjà entendu des patients, juste très vite. Oui, bien sûr, je gère très bien. T'inquiète pas, c'est mon cadre. J'ai géré des personnalités bien plus problématiques que ça. Hein. Ah non, il n'y a aucun problème. Non, j'ai eu des patients victimes qui m'ont raconté, des femmes par exemple, à leur psychanalyste, un peu de la vieille école, qui disaient, il y a des psychanalystes très bien, ne vous formalisez pas, mais qui disaient, oui, vous me parlez de ces regards concupiscents de votre père sur vos fesses, mais dans le fond, c'est votre désir refoulé de coucher avec votre père. Enfin, voilà, quoi, super. Donc, franchement, merci. Des fois, les interprétations. Donc, évidemment, il y a des carences partout, il y a des dysfonctionnements partout, il y a de l'aveuglement partout. Moi, je dis, de toute façon, c'est simple. Plus on fait des conférences comme ça, plus on en parle, plus les victimes témoignent, plus les professionnels témoignent, plus on multiplie les points de prise en charge. J'insiste aussi des auteurs et des personnes qui veulent travailler sur elles, qui ressentent des choses transgressives, des fois anciennes victimes, qui disent, mais j'ai des phobies d'impulsion, c'est ça, j'ai peur de passer à l'acte, aidez-moi. Je suis obsédée par ça toute la journée, c'est l'enfer. Oui, on les reçoit, quoi. Parce que sinon, il y a peut-être un passage à l'acte qui va avoir lieu. Et ben voilà, c'est trop tard. Et maintenant, voilà, l'irréversible est commis. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à réparer. En victimologie, c'est bien, mais on peut bosser en amont. Donc vraiment, allons-y. J'étais intervenue à la fin d'une pièce de théâtre qui s'appelait Tabou. Et c'était super, au Lucernaire. Et en fait, c'était des lycéens qui venaient. Donc, c'était sur la parole des femmes et comment elles sont crues par les juges. Il y avait une reprise d'une plaidoirie de Gisèle Halimi. Enfin, c'était vraiment super. Et les lycéens étaient là et ils voyaient ça. Et après, ils pouvaient poser des questions. Et je parlais un petit peu justement de ce que je connais de tout ça. Et voilà, donc il faut arrêter de se dire « Ah non, mais si on leur parle de sexualité trop jeune, ils sont traumatisés. » Non, ce qui les traumatise, c'est de ne pas parler de sexualité et qu'après, il y a plein de dysfonctionnements qui s'opèrent et ils en sont victimes ou ils les font. Donc, franchement, non, on peut leur parler, évidemment, avec des mots adaptés et même très tôt, quoi. D'accord ? Il n'y a aucun problème. Donc, je reviens sur le profil et un petit peu les origines, donc les facteurs déclencheurs des pulsions ou des passages à acte chez ce type de personnalité et comment on peut le bosser. Donc, je l'ai un peu dit, estime de soi dans les chaussettes,
sont assez phobiques sociaux, et il y a un côté chez eux très petit garçon, en fait, une grosse immaturité, mais un peu, quand je vois le vice du monde adulte, vraiment, un peu le syndrome de Michael Jackson, hein, quand même. Ce truc de vraiment, les adultes, en fait, il y a un discrédit souvent des adultes, de l'autorité, et donc, du coup, les règles qui vont avec sont bafouées. Il y a eu des modèles parentaux, je ne m'attarde pas là-dessus, mais vous avez un peu, j'imagine, une idée de ce que ça peut être. C'est des modèles défaillants, donc un père en général soit très absent, soit très dominant et très castrateur, voilà, très dévalorisant pour son fils, humiliant, ou alors justement absent, donc pas de loi, pas de tiers séparateur avec la mère qui peut être très intrusive, très incestuelle ou humiliante, infantilisante pour garder son enfant près d'elle inconsciemment. Et des fois, elle en fait son petit mari, elle dit « Ah, mon petit homme », puis elle lui caresse le dos. Et puis donc, en fait, il y a des trucs comme ça très inadaptés, très incestuels. J'y reviendrai aussi. Mais du coup, chez ces personnes-là, en fait, ils n'ont pas du coup eu l'engrais, l'impulsion pour aller avec confiance dans le monde. Il y a un côté très endogame. Donc, ils sont très inhibés et ils sont très timides. En général, il y a une pauvreté de vie affective, sexuelle, sociale quand même. Et souvent, enfin vraiment, mais ça revient, mais je ne sais pas, dans 90% de mes récits, c'est ouais, au lycée, j'avais pas d'amis, au collège, j'étais humiliée, j'étais le bouc émissaire, tout le monde se moquait de moi, je me sentais très seule, j'étais un peu différent, complexée. Parce que alors, des tas de complexes, ça peut être du bégaiement, un complexe physique, ça peut être des phimosis, vous savez, cette particularité médicale où les hommes n'arrivent pas à se décaloter pendant des années, on ne s'en rend pas compte. Et en fait, j'en ai quand même quelques-uns. Ça n'a jamais été diagnostiqué ou alors sur le tard. Du coup, ils ont un gros complexe sur le plan sexuel parce que c'était tellement douloureux pour eux, ils ne pouvaient même pas se toucher, que du coup, ils n'ont pas pu entrer dans la vie sexuelle ou alors ça a été une catastrophe, etc. Donc, ils se dévalorisent énormément. Encore une fois, ce simple critère ne suffit jamais à expliquer comment ils deviennent. C'est toujours multifactoriel. Évidemment, on enlève un des ingrédients, il ne se passe plus rien. Mais voilà, c'est quand il y a ce combiné qui peut... Mais non, évidemment. Voilà. Et donc, en fait, souvent, chez ces gens-là, il y a une impression de jeunesse non vécue. C'est comme s'ils n'avaient pas eu d'enfance. Il y avait le côté à la fois insouciant, soit parce qu'ils ont été mis dans le monde adulte trop tôt, parce qu'ils ont vécu des drames ou été responsabilisés. Il y avait des parents très contrôlants. Puis il y a le côté, il faut être bon élève, c'est jamais assez bien, jamais à la hauteur. Et, ou alors, ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc, le côté un peu à l'adolescence, qui est quand même une phase d'exploration. Et on va dire, s'il y a deux phases dans la vie où la personne peut un peu explorer sa partie pulsionnelle et tester des limites et voir où elle doit s'arrêter, justement apprendre la loi et la tolérance à la frustration, c'est vers 2-3 ans, d'accord? C'est l'apprentissage du non, N-O-N, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et puis après, à l'adolescence, on teste. Bon, les parents recadrent, on n'est pas content, mais en fait, c'est salutaire pour toute la vie. Et c'est désangoissant, on se dit, je ne peux pas faire n'importe quoi. Si moi, je ne peux pas tout faire, les autres ne pourront pas tout faire avec moi. Donc, c'est extrêmement sécurisant de voir qu'il y a des limites. Mais il faut quand même pouvoir avoir pu un peu explorer. S'il n'y a que des limites et que la personne est totalement brimée et qu'elle n'a pas pu du tout explorer, en fait, c'est comme si elle allait faire sa crise d'adolescence à retardement. Et un jour, ça va péter. Ça va faire cocotte minute. Alors, le jour où elle fait une crise pour dire, j'en peux plus, laissez-moi libre, et bien là, ça peut être beaucoup plus fort. Et du coup, la transgression est beaucoup plus violente que juste aller sécher un cours ou fumer un joint dans les toilettes. D'accord? C'est vraiment, voilà, c'est ce type de conneries. Encore une fois, ça ne suffit pas à expliquer pourquoi ça va dans le sexuel alors qu'il pourrait aussi faire d'autres conneries. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on en voit beaucoup du coup de ce profil-là qui font deux types de transgressions, en fait, corrélées à, par exemple, le fait d'aller regarder sur Internet des filles mineures qui se déshabillent devant leur caméra, alors qu'ils savent que c'est interdit, ça leur fait un petit frisson, et ils vont aussi faire des excès de vitesse sur l'autoroute, rouler un peu dans les magasins. Et en fait, c'est vraiment, ils vont faire des enfin mini, pas pour la pédopornographie, hein, mais des transgressions sinon plus légères à côté. Mais c'est tout un panel d'attraits de l'interdit pour, en fait, se dire, voilà, moi aussi, j'ai fait mon truc un peu transgressif qu'ils auraient dû faire avant. Et c'est leur manière, en fait, à eux, de se revaloriser, de regagner un peu l'estime d'eux-mêmes. Évidemment, ça ne marche pas très bien, mais en fait, et puis ils ne le comprennent pas. Sur le moment, en fait, ils font tout ça, évidemment, inconsciemment. Et en fait, c'est en thérapie qu'ils comprennent qu'effectivement, il y a cet amour de l'interdit, parce que des fois, ils me disent « Ah non, mais les enfants, en fait, je ne suis pas du tout attirée. » Par exemple, dans la rue, je dis « Mais si la pédophilie s'était légalisée, ça ne m'intéresse plus du tout d'un coup. » Donc là, on voit bien chez ces gens-là que c'est que l'amour de la transgression qui les intéresse. Et du coup, ils vont aller ensuite dans d'autres types de transgressions. Ils vont regarder justement des trucs un peu limites en termes de paraphilie, de la zoophilie, des trucs. Et des fois, il y en a qui me disent finalement, donc il y a un côté très addictif, comme je le disais.
Et en fait, après, c'est comme la drogue, ils ont besoin de retrouver le premier shot et que ce soit toujours plus fort parce qu'ils sont accoutumés. Donc après, ils vont dire des fois, et après, j'ai eu besoin d'aller voir des crashs d'avion, des exécutions, enfin, des trucs vraiment plus comme pour se shooter et à la fois sécréter l'adrénaline qui leur manque dans leur vie, qu'ils trouvent un peu fade, un peu tiède. Ils n'ont pas beaucoup de stimuli parce qu'ils n'ont pas d'amis, pas de sexualité, ou je sais pas, ils sont pas fiers de au boulot, enfin bref, ils n'ont pas grand-chose d'intense. Donc c'est un peu la drogue du pauvre, quoi, j'ai envie de dire. Et ou alors, c'est pour se maintenir en état dissociatif. Et là, c'est autre chose, et j'en parlerai juste après. Donc, oui. Et donc, en fait, vraiment, ils voient l'adolescence, surtout l'adolescence, comme vraiment l'âge d'or non vécu. Et donc, ils vont le revivre, en fait, à retardement. Et c'est, par exemple, ils ne vont pas forcément aller agresser des adolescents. Mais il y en a qui vont aller sur des chats pour mineurs, se faire passer pour mineurs, s'inventer un prénom. Et en fait, ils vont discuter. Puis alors, toi, puis alors voilà, puis alors, ils vont discuter justement de choses sexuelles. Donc après, on va les accuser de corruption de mineurs, et c'est vrai, c'en est. Mais en fait, qu'est-ce qu'on analyse ensemble? On découvre qu'ils disent, en fait, eux-mêmes sont en totale régression. Ils disent, mais en fait, j'avais envie d'être leur copain. Mais il y a vraiment ce truc très, très infantile, très immature chez eux qui s'opère, alors qu'ils sont en général, je vous disais dit, d'intelligence souvent supérieure, voilà, des métiers. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais alors, cette partie-là, immature affectivement, c'est vraiment des grands enfants coincés dans des corps d'adultes, quoi. Et il y a un truc en eux qui n'a pas grandi. Parce que voilà, il y a eu des blocages divers, on a sapé leur confiance en eux, il y a eu du trauma, etc. Enfin, ce que j'ai pu évoquer et que je vais continuer de développer. Et donc, ils disent, mais moi, ça ne m'intéressait pas sexuellement, je voulais juste copiner avec eux et vivre. Il y en a aussi qui me disent, oh, je vois les scouts dans la rue, puis ils sont pleins, et puis ils vont faire des trucs, ils vont explorer, je sais pas, une carrière, oh là là, j'ai envie d'aller avec eux, j'ai jamais vécu ça. Vraiment, je vois des voix de petits garçons quoi, à ce moment-là. Donc là, c'est quoi la solution? En prendre conscience, se rendre compte que ce n'est pas en discutant avec des mineurs alors qu'ils ont 45 ans que finalement, ils vont récupérer leur jeunesse non vécue. Par contre, s'ils ont un peu besoin de plus de liberté parce qu'ils sont toujours sentis très brimés, d'être un peu plus fiers d'eux parce que vraiment, ils ont été beaucoup humiliés, isolés, rejetés. Et bien, en fait, là, en fait, on traite comme on traiterait un patient plus classique, hein, qui vient en disant bah, « j'ai pas confiance en moi » ou « j'ose pas dire non » par exemple. On fait de la thérapie d'affirmation de soi. Donc, c'est apprendre à dire non, à dire ce qu'ils pensent, à s'opposer en général au hasard à leurs parents. Et en fait, ça fonctionne. Ou à faire des choses qui les valorisent. Donc, il y en a, ils vont se mettre en sport, il y en a, ils vont faire une activité quelconque, nouer des relations saines aussi, machin, et pas toujours des... Parce qu'eux aussi, ils peuvent nouer des relations toxiques avec des personnes qui les redévalorisent, et tatata. Et en fait, une fois qu'ils ont accédé à des choses renarcissisantes, mais pas au détriment des autres comme le font les pervers, mais vraiment trucs adaptés qui fonctionnent et qui sont beaucoup plus valorisés, et bien ça s'arrête. Et ils me disent, hein, mais en fait, je ne suis plus attirée par le transgressif, je ne fais plus d'excès de vitesse, non, puis je ne suis plus sur Internet et franchement, je n'ai plus envie. Et pourquoi je les crois? Parce que soit ils viennent d'eux-mêmes, et je vous dis avec une telle demande et une telle souffrance que ils n'ont pas de raison de me dire ça va mieux, alors que moi j'ai demandé, ils viennent me voir en disant c'est l'enfer ma vie, donc je les crois, puis je les vois arriver avec un sourire comme ça et vraiment pas du tout la même attitude, donc vraiment un apaisement. Voilà. Ou alors, de toute façon, ils savent très bien que moi, je fais pas de compte rendu à une autorité quelconque. Je veux dire, c'est confidentiel, sauf si évidemment, ils m'annoncent un passage à l'acte, machin. Et donc, je ne vais pas évaluer, je ne vais pas les expertiser pour dire ils sont bien, vraiment. Donc, en fait, ils n'ont aucune raison de me mentir. Donc, quand ils me disent, je suis soulagée, et maintenant, je vois les enfants dans la rue. Avant, ça me faisait de l'effet, ça ne me fait plus rien. Voilà, a priori, c'est crédible. Et donc, vraiment, l'évolution, elle est majeure. Et des fois, c'est en quelques mois. Même c'est en quelques semaines, on voit à quel point vraiment... Et les fantasmes d'agression, de tout ce qui est interdit, etc., et cette immaturité d'aller retrouver quelque chose où ils croient que seul dans l'adolescence et la régression et le monde de l'enfance en général, ils vont la retrouver, ça n'existe plus. C'est terminé. Ouais, et donc ça, j'en ai parlé aussi pour les structures plus perverses, mais en fait, on va retrouver ce truc parfois, donc j'ai dit des comportements pervers chez ce type de personnalité aussi. Donc il va y avoir des fois l'attrait pour des personnes plus vulnérables, plus fragiles, où ils vont avoir soit un peu le syndrome du sauveur, soit justement être dans des postures, c'est le moniteur, tout ça, et du coup, ils aiment bien quand même voir qui fascinent ou qui ont de l'influence sur l'autre. Donc là, je leur dis attention, parce que pour vous, c'est des situations où vous avez de l'appétence, mais attention justement à ne pas déborder. Et du coup, ils sont en vigilance de ça. Parce que des fois, il n'y a pas d'injonction d'éloignement vis-à-vis des mineurs, parce qu'ils n'ont rien fait. En fait, ils viennent confier des fantasmes. Moi, je ne peux rien faire à part les aider à comprendre et à les faire disparaître ou au moins à les endiguer.
Et donc, les enfants, ils comprennent qu'en fait, s'ils ont toujours été attirés, c'est parce qu'en fait, c'était rassurant pour eux. C'est des personnalités, forcément, qui vont moins les rejeter. Ils disent, ah, c'est spontané, ils vous sautent au cou et tout ça. Les adultes, ils vous jugent, ils vous critiquent, il y a toujours ce truc. C'est l'image qu'ils en ont. Ça, je me le retrouve très souvent. C'est vraiment la perception qu'ils en ont. Et du coup, on trouve ce qu'on appelle l'opportunisme beaucoup. C'est-à-dire que parfois, comme ils sont un peu phobiques aussi d'aller vers les autres, vers les femmes ou les hommes, mais adultes parce qu'ils ont peur d'être rejetés, effectivement, ils vont aller vers des enfants qu'ils trouvent plus accueillants, plus dans l'acceptation. Mais du coup, il va y avoir cet effet d'opportunité, genre ça peut être un garçon, ça peut être une fille, peu importe l'âge, du moment que voilà, il y a quelqu'un qui passe et ils sentent qu'ils peuvent avoir un câlin, une caresse, un truc furtif. Et du coup, c'est aussi là qu'on retrouve des fois des passages à l'acte où on dit mais je comprends rien. Alors, il a agressé des petits enfants de 4 ans et une dame de 85 ans quand il faisait la toilette à l'EHPAD. Donc, il aime les vieux ou il aime les enfants? Mais en fait, aucun des deux, mon capitaine. C'est juste qu'il est attiré par les personnes en situation de vulnérabilité parce que là, une forme de toute-puissance peut s'exercer. Mais là, quand je le renvoie pour chercher la toute-puissance avec des personnes vulnérables, ils comprennent et puis ils voient bien que ça ne va pas les réparer. Et du coup, ils s'arrêtent. Et c'est donc là qu'il n'y a pas de récidive. Ils continuent quand ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. Et du coup, inconsciemment, ils le refont pour rechercher toujours le même but, mais qu'ils n'ont pas encore conscientisé. Ouais. Et vraiment, après, c'est terminé. Hein. Ils s'arrêtent. Donc, c'est pour ça que des fois, là, par exemple, dans cette situation-là, il n'y a pas forcément, encore une fois, d'attrait pédophilique derrière. C'est même pas tant sexuel que ça, en fait. C'est une recherche de puissance, de pouvoir, d'exister, de renarcissisation dans des situations d'opportunité qui se présentent. D'ailleurs, le clivage dont je parlais, où il y a une partie qui déconne et il y a une partie vraiment adaptée qui veut s'en sortir, etc., on la voit aussi. J'ai une anecdote comme ça où je leur avais, mon petit groupe que j'ai en libéral, je leur avais montré je leur avais dit, conseillé de regarder un film qui s'appelle Mysterious Skin et en fait qui est sur voilà, on voit bien des enfants agressés, comment ils reproduisent ensuite sur d'autres enfants, etc. Et en fait, il y en avait plusieurs d'entre eux qui m'avaient dit « J'ai regardé des films, ça m'a fait de l'effroi. » Alors déjà, parce que je voyais de la souffrance. Et en fait, il y en a beaucoup d'entre eux, quand ils vont regarder ou quand même ils touchent des enfants, alors là aussi, on fait de la remédiation cognitive et on bosse sur l'interprétativité. Ils ont l'impression que si l'enfant se laisse faire, ne dit pas non, sourit ou revient, parce qu'évidemment, il y a le phénomène d'emprise, ou alors parce que c'est tonton et tatata, on l'aime bien quand même et on ne sait pas que ce n'est pas normal, et ils continuent. Mais en fait, dès qu'ils me disent, dès que je voyais de la souffrance sur Internet ou un enfant qui pleure, j'arrêtais, ça me choquait. Et je fermais la fenêtre. Je voulais que des images où l'enfant a l'air de sourire, etc. Donc, ça, c'est la majorité qui disent ça. Et du coup, ils m'ont dit, oh, mais les acteurs, ils étaient jeunes, mais tourner des scènes de viol et tout, ça ne les a pas traumatisés, les enfants acteurs dans le film. Vous voyez, c'est marrant parce qu'ils avaient tous quasiment de l'empathie pour les enfants comédiens, alors qu'eux-mêmes pouvaient télécharger de la pédopornographie à côté, quoi. Donc, on voit bien que c'est pas la même partie d'eux qui s'exprime à ce moment-là. Ouais. Et donc j'en parlais tout à l'heure, il y a certains qui sont dans une routine comme ça. Donc c'est beaucoup, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont là pour visionnage pédopornographique. Beaucoup. Ou au moins, on va dire, des idées dans la tête. Et en fait, donc évidemment, ce à quoi on pense, c'est ils répètent des traumas sexuels qu'ils ont vécus. Et en fait, oui, mais pas tous. Donc c'est plus subtil que ça, je vais détailler un petit peu pour terminer. Mais en fait, c'est... les traumas sexuels, c'est très clair, donc je l'ai dit, ils répètent souvent le même mode opératoire, donc les mêmes gestes. Donc s'il y en a un, c'était une pénétration digitale qu'il a reçue. Souvent, il va refaire des pénétrations digitales à son tour, au même âge où il a été agressé. Donc on a vraiment une identification et ils refont en fait vivre à l'autre ce qu'eux ont vécu. Et quand c'est sur Internet, on voit que souvent, ils vont chercher des images sans faire le lien avec ce qu'eux-mêmes ont vécu. Et en fait, ils remettent en scène la scène, justement, qu'eux ont subi. Et c'est une manière d'apprivoiser. Bon, ça, c'est de la théorie. Muriel Salmona en parle très bien. C'est la mémoire traumatique, en fait, qui tourne en boucle et on va toujours se remettre dans la scène comme un petit peu pour la digérer quelque part. Et aussi, se rechoquer. Donc, je parlais tout à l'heure ils vont de plus en plus loin, ils vont regarder des choses extrêmement choquantes sur Internet pour, en fait, se faire disjoncter comme on fait quand on subit un traumatisme ou une agression. Et en fait, ils vont après être anesthésiés, ils sortent de leur corps, ils sont en état dissociatif. Et en fait, comme eux-mêmes ont des traumas très lourds qu'ils n'ont jamais guéris, ils vont avoir besoin de se maintenir en trauma, en dissociation. Et donc, pour ça, ils vont aller consulter justement des choses très choquantes, de la pédopornographie par exemple, parce que comme ça, ils restent toujours en état de sidération eux-mêmes. Et sinon, ils s'effondrent. Et
Et en fait, pour eux, ce n'est pas supportable parce que la souffrance revient en masse. Donc, en fait, pour eux, c'est un antidépresseur, un anxiolytique naturel. Et ça, ils ne le comprennent pas jusqu'à ce que je leur parle, en fait, la théorie. Alors, je leur explique ce que c'est la répétition traumatique. Et après, on fait d'autres techniques. Alors, je dis, on va faire de l'EMDR ou de l'ICV ou d'autres techniques. Par exemple, ils peuvent écrire une lettre à leur agresseur, à eux. Ou alors, quand ils comprennent qu'ils ont fait du mal à des gens parce qu'ils me racontent un peu leur enfance, et je dis, ah, bah, ça, c'était pas terrible sur votre sœur, hein, ce que vous avez fait. Ah oui, ou alors je le sais, mais j'ai jamais pu lui en parler. Aujourd'hui, elle est loin, elle est majeure, etc. Bon, et ben, ils écrivent aussi. Donc, il y en a aussi qui écrivent et même qui, des fois, font des recherches. Ils n'ont plus les coordonnées. Ou alors, ils disent, ah ouais, je sais, j'ai fait ça sur ma petite sœur, je ne sais pas si elle s'en rappelle. Je dis, bah, vous pouvez toujours lui poser la question. Et en fait, il y en a pas mal qui vont poser la question, est-ce que tu te rappelles, je t'ai fait ça, j'ai très honte. Et l'autre dit oui, non, bah, je te l'apprends. Ou alors, ah, bah, c'est pour ça que j'ai des somatisations aujourd'hui, je comprends mieux. Ou bah ouais, j'attendais que tu me... Et en fait, ça fait du bien. C'est une sorte de justice restaurative qu'on n'a pas assez en France. Donc, le principe, c'est des agresseurs rencontrent des victimes ou leurs victimes. Je vais vite parce qu'évidemment, je ne veux pas dépasser, mais c'est très réparateur. Évidemment, il faut que les deux parties soient d'accord et c'est médiatisé. Hein, ils ne sont pas tous seuls ensemble. Mais donc, en fait, c'est l'occasion pour les agresseurs. Et j'en ai qui sont demandeurs d'aller rencontrer des victimes pour aller s'excuser. Et pour eux, c'est expiatoire. Et les victimes vont poser des questions. Mais qu'est-ce qui vous a passé dans la tête? Enfin, vous avez vraiment cru que cet enfant était amoureux de vous? C'est pas possible, vous avez 40 ans. Enfin, donc, ça répare tout le monde. Donc, voilà, en tout cas, il y a des techniques et on va faire comme en victimologie, en fait, classique. D'accord. Donc, des fois, voilà, et donc j'en avais aussi, c'était très. Oui. Ah ouais, je sais pas. Après, j'ai d'autres choses à dire, mais. Non? Ouais, je sais. Je peux terminer un petit peu, puis après, on verra. Je vais essayer d'être exhaustive. Normalement, j'essaie un peu de tout couvrir. Donc, en fait, je parle aussi des femmes parce que les femmes, elles sont pas nombreuses, mais j'en ai quand même. Et donc, en fait, au-delà de la femme un peu complice qui répète vraiment la tolérance qu'elle a eue en général dans une famille incestueuse où bon, on se voilait beaucoup la face et j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai par exemple des mères qui sont médecins ou gynéco et puis qui vont aller elles-mêmes. Je suis désolée pour les détails, mais les femmes me racontent voilà, comment leur mère elle les a dépucelées elles-mêmes, en fait, des fois au scalpel et tout ça, en disant bah, de toute façon, les hommes sont tous des gros porcs, donc il vaut mieux que ce soit moi qui te déflore comme ça plutôt qu'un gros cochon qui passera par là qui fera ça pas bien. Donc elle leur enlève l'hymen d'une manière ou d'une autre, les instruments médicaux sous couvert de c'est pour ton bien, comme ça je te protège du trauma. Donc évidemment sans savoir qu'elles font et un viol et un inceste. Et comme ça, les deux d'un coup. Parce que la même ancienne victime dit il faut protéger des hommes. Donc je vais le faire moi-même. Comme ça au moins, c'est protéger ma fille. Et bim, voilà. Donc, il y a des femmes comme ça qui commettent des agressions de ce style. Et sinon, il y a des choses beaucoup plus subtiles qu'on ne voit pas parce qu'en fait, les femmes qui ont vécu dans une famille avec des gestes très ambigus, des regards ambigus, des paroles ambiguës, une mère qui dit à sa fille « Oh, tu as plus de 5 mois, tu vas draguer mieux les mecs que moi. » Bon, donc, la mère fait vraiment nie les différences des générations et met sa fille sur le même plan qu'elle avec une rivalité. Voilà. Et par exemple, en fait, dans l'hygiène, ça va être par exemple des femmes ou des mères qui vont récurer les parties génitales de leur fils ou de leur fille ou lui donner la douche jusqu'à 14 ans parce qu'il faut être sûr que c'est bien propre parce qu'elles-mêmes ont été agressées. Et du coup, il y a ce rituel de lavage extrême, puis elles le transmettent à leurs enfants. Mais du coup, en faisant ça, elles sont intrusives. Et puis, c'est un peu de l'ordre de l'attouchement, voire de l'intrusion. Les femmes qui mettent des suppositoires pendant des années à leurs enfants alors que ce n'est pas justifié. Puis le père qui regarde, un passage comme ça, tout le monde est dans l'ambiance bien incestuelle de la situation. D'accord? Donc voilà, les femmes, ça peut être ce type d'acte, soit très subtil et caché, soit au contraire hyper spectaculaire par répétition traumatique et volonté de protéger son enfant. Donc, en fait, voilà. Donc, là, j'ai parlé, donc il y a un type de... On va travailler comme en victimologie, j'en ai parlé, EMDR, etc. On peut travailler aussi comme en thérapie comportementaliste, c'est-à-dire comme il y a ce côté très addictif, ces personnes font ce qu'on appelle une sexualisation, j'en ai parlé au début, de leur conflit interne. Et donc, c'est très clair, c'est quand ils vont mal, ils passent à l'acte, ils retournent sur Internet, ils regardent des trucs transgressifs, ils vont aller dans la rue s'intéresser aux jeunes filles, etc. Et en fait, c'est que sous stress, c'est immédiat. Au bout d'un moment, ils font le lien et donc ils voient bien, cette semaine, j'avais un stress au boulot, j'avais un truc à faire, machin, ça m'a stressé, je suis retournée sur Internet toute la nuit et puis j'ai regardé des trucs sur une webcam avec des mineurs, comme pour me shooter, etc. Donc, c'est leur drogue à eux. Donc, en fait, c'est quoi la solution? Repérer les facteurs déclencheurs,
Et après, évidemment, les éviter et maintenir en fait un niveau de bien-être existentiel autant que possible. Parce que eux, quand ils vont mal, c'est là qu'ils sont dangereux. Quand ils vont bien, il n'y a jamais, 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 jamais de transgression, jamais de passage à l'acte. Vraiment, j'insiste. Et ça se voit tout de suite. Donc, il y a plein de techniques, hein, voilà, je vais passer très vite, mais il faut vraiment qu'ils conscientisent, là, ça ne va pas bien. Ils peuvent extérioriser aussi le fait qu'ils ont envie de passer à l'acte, d'aller sur Internet, par exemple. Moi, j'en avais un, sa copine était au courant, et puis il l'appelait, là, j'ai envie d'aller sur Internet, je me sens pas bien. Elle dit, oh non, t'inquiète pas, tiens bon, et tout ça. Et en fait, le fait de l'exprimer, ça le faisait chuter. En fait, il ne passait pas ensuite à l'acte, il n'y allait pas. Trouver des palliatifs, il sort, il voit un ami, etc. Donc, il y a plein de techniques comme ça qu'on fait en fait finalement en addictologie, hein, d'accord. Donc, après, c'est de l'addictologie classique, et ça marche exactement pareil que pour n'importe quel type de drogue. Il y a les pensées permissives aussi. Il y en a qui disent, oui, moi, je fais que télécharger, donc c'est virtuel, donc moi, j'agresse pas d'enfants. Et puis, ce qui est bien, c'est que là, en groupe, il y a un autre qui dit, oui, je pensais comme toi, puisque jusqu'au jour où vous avez touché mon élève, donc fais attention. Et l'autre, du coup, devient plus vigilant. Il y a les autoleurs, très important, les autoleurs, c'est-à-dire se raconter à soi-même des histoires. Genre, non, mais moi, je suis pion parce que j'adore vraiment l'ambiance scolaire et tout ça. Oui, puis il y a quand même plein d'enfants autour de toi. Ouais, c'est pas faux. Donc, non, tu ne vas pas postuler comme pion, en fait. Tu vas être vendeur de ce que tu veux, chaussures, mais voilà. Et du coup, ils s'abstiennent parce que vraiment, sinon, ils se racontent. Et ce qu'on appelle aussi les pensées permissives et les autoleurs, vraiment, c'est super important. C'est, j'aime beaucoup cette femme, mais oui, mais elle a quand même 3 filles de 12 ans. C'est un peu votre choix d'objet préférentiel. Ah oui, donc non. Posez-vous au moins la question, est-ce que c'est pour cette femme vraiment que vous y allez ou c'est parce qu'elle a 3 filles? Et donc, ça les amène à se poser des questions. Et en général, ensuite, ils mettent à distance quand ils voient qu'ils sont dans des situations à risque. Le climat incestuel, je pourrais en parler des heures, mais c'est hyper important parce qu'en fait, c'est hyper répandu. Là, on a parlé, l'inceste un peu, etc. Mais je vous ai dit, il y a des choses beaucoup plus subtiles où il y a aussi le viol de l'intimité. On reconnaît tout de suite parce qu'il n'y a pas de verrou aux portes. Les parents tombent sur le journal intime de leur enfant, ils le lisent. Ils vont récurer, comment tu t'es lavé, puis machin. Et puis tout ce qui est extérieur est vu d'un mauvais œil, parce qu'évidemment, ça va toucher au clan. Et donc, même les camarades, les copains, les copines, voilà, c'est écarté. Et j'avais un exemple très clair comme ça. Alors là, c'était carrément incestueux. Hein. Donc, c'est un homme qui arrive complètement paniqué et puis du coup, il était fou amoureux de sa femme, ça allait très bien, il n'a jamais de problème jusque-là. Et puis, à un moment donné, il donne le bain à son bébé de quelques mois et puis, il a une érection. Alors, il se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, je suis fou, etc. Bon, il fonce chez nous, il dit, j'ai un problème et je ne comprends pas. Et puis, on remonte à son enfance. Oh, non, tout va bien, pas d'agression, non, très sympa. Tout le monde s'adore. Puis en creusant un peu, il dit oui, après, moi, ma mère, j'ai pris ma douche avec elle, je sais pas, jusqu'au lycée. Et du coup, ma collègue lui fait ça, c'est pédophile en fait. Et il dit ah bon, mais on fait pas ça dans toutes les familles. Un homme très intelligent, mais il n'y avait pas des repères qui étaient instaurés. Évidemment, c'est pas forcément des choses dont on parle, c'est pas le premier truc qu'on dit, comment toi tu te laves, et puis avec qui, et machin, et jusqu'à quel âge. Et en fait, le nombre de comportements comme ça dysfonctionnels qui sont dans les familles, qui entraînent ensuite des repères dysfonctionnels et des associations, c'est-à-dire l'amour filial est érotisé. Donc, amour égale sexe. Donc, après, ensuite, ça peut être des personnes qui se sexualisent pour donner de l'affection aux autres. Donc, c'est victimes qui se mettent dans des conduites à risque parce que, en fait, elles, l'amour, c'est le sexe. Donc, c'est comme ça qu'elles avaient l'amour de leurs parents. Donc, elles vont tout érotiser ou justement, elles vont faire du babysitting et puis elles vont avoir une pensée érotique qui va traverser. Puis, c'est là qu'elles sont paniquées. Elles ont dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça va pas, je suis tarée, je suis pédophile. Et en fait, non, c'est parce qu'elles ont baigné dans ce climat qu'il faut apprendre à détecter. Et ça, c'est pareil, il faut faire des formations. Et ce n'est pas très compliqué, je pense, de faire des formations au lycée ou, je ne sais pas, au moins professionnelles, mais de proposer, voilà, c'est quoi un climat incestuel, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Ça ne me paraît pas si compliqué à mettre en place, vraiment. Et parce que sinon, en plus, après, il y a des incestes en chaîne. C'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir un grand frère, il va toucher son petit frère. Le petit frère va toucher le camarade qui vient souvent dans la maison. Le camarade va toucher l'autre petit frère. Et on s'en sort jamais, quoi. Enfin, vraiment, ça fait des trucs sur des générations. Voilà. Et donc, alors vraiment, le truc ultime, c'est les parents qui encouragent carrément la transgression, ils ne violent pas leurs enfants, hein, mais par exemple, ils vont mettre des photos au mur pédopornographiques ou de leurs propres exploits passés avec des mineurs. Puis c'est exposé au mur. J'en ai eu quelques-uns comme ça. C'était sur la salle de bain. Je me baladais, je voyais ça, quoi. Les parents dans des postures sexuelles avec des mineurs au mur. Donc forcément, ils ne voient pas bien où est le problème ensuite de coucher avec des enfants. Et ou alors des parents aussi plus subtils, mais qui ont fait des escroqueries, mais des trucs qui ont été impunis. C'est pareil, on voit... donc, en fait, c'est pareil, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de limite. Et pour eux, c'est normal d'être dans la transgression.
et pas respecter les règles, il ne voit pas bien le problème. Et enfin, il y a ce truc transgénérationnel très important qui est un axe qu'on ne prend pas souvent en compte, où parfois il y a un ancêtre agresseur assez impuni et déjà ça donne une sorte de tolérance à en fait il n'y a pas le problème. Donc si je reprends un exemple, en fait il y en a un par exemple, mais j'en ai plein des comme ça, il agresse sa fille. Ben oui, mais bon, lui, il a vécu sans père, il ne l'a jamais connu. Sa mère a été victime d'inceste par son propre père, par le grand-père, et puis la grand-mère, elle disait, oui, mais bon, tous les hommes sont des violeurs, donc c'est normal. Et puis toutes les petites filles sont violées, enfin, je sais pas, moi aussi. Donc en fait, la grand-mère banalise les viols incestueux. La mère est victime de viol du grand-père. Il n'y a pas de père pour venir peut-être essayer de faire paratonnerre. Donc le fils, bon, lui, forcément, s'identifie au père violeur. De toute façon, tous les hommes sont des violeurs, donc lui aussi. Et puis la mère aussi dort avec lui pendant 20 ans dans le même lit et prend la douche avec lui et voit pas le problème. Donc tout ça. Et puis en plus, le père, on apprend qu'en fait, c'était un grand escroc et que voilà, tout le monde le savait, personne n'a rien fait. Donc on voit comme ça une suite de transgressions en chaîne qui sont tolérées. Et tout ça, effectivement, facilite les passages à l'acte. Et on voit aussi des hommes, ça c'est super intéressant, où il y a des lignées de femmes abusées dans leur famille et qui du coup, en fait, ne grandissent jamais à l'état d'homme et restent des petits garçons qui s'autocastent quelque part en étant intéressés par les enfants ou les ados. Alors c'est pas mieux, mais en fantasme, parce que devenir un homme en pleine possession de ses moyens sexuels, c'est être un violeur. Donc il ne faut pas inquiéter maman et mamie et tata. Et donc pour rester dans la famille, il faut être inoffensif, il faut être rassurant. Donc on va rester un petit garçon. Et donc ça, c'est aussi très courant. Si on n'a pas le transgénérationnel, si on ne comprend pas les abus qu'il y a eu au-dessus et que c'est un peu une manière comme de les guérir, de les réparer, même quand ils sont attrapés aussi, en fait, ils comprennent que en fait, j'ai payé pour mon ancêtre agresseur impuni. Moi, je me suis fait attraper comme un bleu parce que clairement, voilà, j'ai tout fait pour ça. Et en fait, j'expie la faute de mon ancêtre et en fait, ça me fait du bien. Et il y en a aussi, pour terminer, qui peuvent ensuite en parler justement parce qu'on en parle. C'est ouais, mais est-ce que je dois dire à mes enfants ce que j'ai fait? Je dis, bah oui. Enfin, c'est pas évident quand même de dire qu'on a touché sur la maison. Je dis, bah ouais, vous dites des mots simples et adaptés et pas quand ils ont 18 ans. Il faut leur dire bien avant. Vous dites, bah voilà, tu vois, les grands, ça se mélange pas avec les petits. Et puis, ça regarde pas les parties intimes des petits. Puis d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui peut regarder tes parties privées. Et voilà. Et c'est très simple. Et ça met du repère très tôt chez les enfants. Donc, même chez ces personnes-là, on peut faire une prévention des générations qu'ils ont. Un dernier mot très rapide, castration chimique. Parce qu'on me dit, mais alors, on leur donne une pilule et puis c'est réglé. Et en fait, souvent, eux viennent me voir en disant, donnez-moi le truc, là, la pilule, ou après, voilà, j'ai plus de fantasmes, et comme ça, j'ai plus de problème. Et en fait, non, parce que déjà, c'est un psychiatre qui peut uniquement dire oui ou pas s'il donne ce truc qui inhibe en fait la libido et un peu les fantasmes. Ça ne marche pas sur des personnes débordées sexuellement où vraiment il y a de l'obsession toute la journée. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est clairement pas du tout la majorité des gens qu'on a. Et eux-mêmes, ça les déresponsabilise en mode j'ai un problème, donnez-moi une pilule et puis c'est bon, ça va tout régler. Mais s'ils ont une personnalité phobique, peur du rejet, humiliée, complexée, les enfants les rassurent, les situations d'emprise les rassurent, pervers, j'aime manipuler l'autre, sadique, j'aime faire du mal à l'autre, et ben, ils vont trouver d'autres moyens d'aller manipuler les autres, d'aller leur faire du mal, les dévaloriser, etc. Donc en fait, ils continueront d'être agressifs et en plus, ils n'auront pas bossé sur eux. Donc, et en fait, souvent, les psychiatres refusent. Après entretien, ils disent bah non, mais en fait, là, je suis désolée, monsieur, c'est pas pertinent. C'est pertinent vraiment quand ils sont débordés, envahis. Et encore une fois, statistiquement, est assez rare. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est pour vous dire, en fait, il y a vraiment, vraiment des manières de les faire évoluer. Si on comprend très précisément pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ont ces fantasmes, qu'est-ce qui déclenche leur passage à l'acte, et qu'on travaille sur justement ces déclencheurs et les croyances ou les traumas qui sont à la base, en fait, on peut vraiment endiguer le risque de passage à l'acte et donc faire de la prévention en amont plutôt que d'aller réparer les victimes en aval. Voilà, je vous remercie. Je sais, je suis désolée, je sais que je parle beaucoup, j'ai vraiment fait mon max. Est-ce qu'il y a des questions très rapidement Après, je ne sais pas en ligne, tu vois, si ça fait signe ou quoi. Il n'y en a pas. Nous n'entendons pas les questions. Oui, c'est normal, il faut que je jette un micro. Ah oui, mais moi, c'est bon, je entendu. C'est les questions ici que les gens n'entendent pas. N'hésitez pas si vous avez des questions ici dans la salle. Ou une remarque, ou une précision. Et puis on répétera la question ici. Parce que ok, mais si ça a l'air d'aller, sinon vas-y, c'est un truc à dire. Tu voulais préciser tout à l'heure, non? Ah d'accord, j'ai répondu, ok. Ok. Est-ce que j'ai... il y a une question, oui. Oui. Vous avez quand même parlé principalement d'hommes. Oui. La vaste majorité. Oui.
Pourquoi est-ce que c'est plus des hommes que des femmes? Alors, en fait, c'est des hypothèses parce qu'on n'a pas vraiment la réponse. Mais Inès, on n'a pas entendu du tout la question de la dame. Pourquoi il y a surtout des hommes et pas des femmes? Très peu de femmes. Oui. J'ai parlé des femmes, mais effectivement, il y en a beaucoup moins. Donc, pourquoi il y en a beaucoup moins? Donc, on pense que déjà, que c'est très tabou pour les hommes de dire, évidemment, sauf quand ils se font choper, que c'est très tabou d'aller dire je suis pédophile, j'ai des pulsions, etc. Imaginez ce que c'est pour une femme. C'est la mère sacrée, le machin. Et en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est assez dur à détecter chez les femmes. Chez les hommes, bon, déjà, un homme qui commence à vouloir insister pour tous les soirs pendant 8 ans mettre de la pommade sur les fesses de sa fille, on se dit, c'est un peu bizarre ton truc quand même. Une mère qui met du talc sur les fesses de son bébé pendant très longtemps, tous les jours, mais alors que ce n'est pas justifié, personne ne va s'inquiéter. Donc, c'est souvent glissé dans ce qu'on appelle le maternage, les soins à l'enfant, et hop, l'enfant. Et même la femme incestuelle ou agresseur, j'ai envie de dire, peut ne pas se rendre compte elle-même. Elle croit vraiment à son bien fondé. Je parlais de celles qui vont vraiment récurer les parties, etc. Elles sont persuadées que c'est comme ça qu'il faut faire parce que sinon, leurs enfants auront des problèmes, etc. Donc, voilà, ça explique. Et puis après, peut-être aussi qu'elles vont plus facilement en thérapie au lieu de passer à l'acte, j'ai envie de dire, alors que les hommes, culturellement, peut-être, sont plus éduqués à ne pas verbaliser leurs émotions et leurs difficultés, et donc peut-être passent plus à l'acte. Voilà, ça, c'est mon hypothèse un peu personnelle. Et ça, c'est surtout des profils névrotiques. Ouais. Et il y en a encore moins pour les autres. On a quelques faits divers vraiment spectaculaires. Une femme s'est vengée de son ex, elle l'a castré dans son... Enfin, c'est pas une agression sexuelle, mais voilà, ce truc de très violent, en fait, il faudrait s'imaginer une ou des femmes, parce que bon, c'est une réalité quand même, physique, voilà, la violence conjugale, ça existe, les femmes qui tapent sur leur mari, qui les griffent et tout. Bon, c'est pas quand même physiquement tout à fait la même chose en général. Donc, les femmes qui ligoteraient l'homme, qui le contraindraient, etc. Non, les quelques rares cas qu'on a eus, c'est vraiment, souvent, c'est la compagne qui a une personnalité perverse, manipulatrice, parce que ça, c'est complètement possible, ça existe aussi, et qui, du coup, à coup de dévalorisation, de chantage, de t'es pas cap, des machins, de te prendre un truc dans le cul. Et ben en fait, l'homme se laisse faire, et puis bim. Mais un homme ferait ça à sa femme, on dirait, oh mon Dieu, quel pervers narcissique, il l'a mis sous emprise et tout. Une femme fait ça, on dit, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu marrant. Mais non, en fait. Et en fait, il y a des hommes, j'avais fait une émission comme ça, des hommes étaient venus témoigner, ma femme m'a violée, quoi. À coup de plutôt justement un peu en l'amenant un peu avec manipulation ou t'es pas cap ou ça donnerait quoi, et du coup ils se laissent faire parce que par la force franchement à part dans leur sommeil, donc nous oui, c'est ça reste vraiment exceptionnel, quoi. Autre chose ou pas, il reste 2 minutes. Non, mais... Oui, bien sûr. Non, elle s'en va. Comment on peut évoquer notre psychopathe? Ouais. Vous disiez que vous n'avez jamais eu de limite. Ouais. Alors. Du coup, comment est-ce que ça... Dans leur enfance, ils n'ont jamais eu de limite, ça commence à se... Oui. Ah oui, pardon. Donc, le premier profil, j'ai parlé plus de type psychopathique. Ils n'ont jamais eu de limite. Enfin, c'est ce que je disais. Donc, de développer un petit peu, est-ce que c'est dans leur enfance, etc. En fait, si on creuse, parce que je pourrais en parler vraiment beaucoup plus longtemps, soit ils ont eu 0 limite. Et alors, c'est un peu le profil quand même. Donc, soit parents très absents, adoptés, placés à l'ASE, baladés de foyer en foyer. Donc, il n'y a pas de figure éducative stable et très consistante. Donc, il y a un côté, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils sont assez livrés à eux-mêmes. Et voilà, fratrie très nombreuse, les grands s'occupent des petits, les aînés, les parents sont débordés, machin. Donc, vraiment, en fait, il n'y a pas de figure éducative stable et consistante, je le répète, mais voilà. Ou alors, il y en a qui ont, dans ce profil-là aussi, eu une autorité excessive, avec même des sévices, des choses violentes du genre, il y en a qui me racontaient, quand on avait une mauvaise note à l'école, notre père nous faisait nous mettre à genoux pendant des heures, et voilà, on était punis pendant 3 heures, on n'avait pas le droit de bouger, etc. Bon, c'est ce que j'appelle un sévice, c'est une maltraitance. Alors, ça ne l'a pas forcément rendu pervers, lui, il a juste été en rage contre la société, contre tout le monde et violent. Mais j'ai un cas aussi comme ça intéressant, où justement, la femme était avec un beau-père, lui violent, etc., humiliant. Et du coup, le fils était en colère contre son beau-père, mais contre sa mère, en disant, mais en fait, elle reste avec lui alors qu'elle ne nous protège pas et il est violent parce qu'en fait, il paye le loyer. Donc, c'est une pute.
elle couche avec les hommes parce que c'est une pute. Et du coup, lui, quand il était énervé dans sa vie, donc pas tout le temps, mais hein, et ben, tout de suite, il avait besoin d'extérioriser sa rage. Et c'était surtout aux femmes qui s'en prenaient. Et lui, il y allait avec une arme et tout ça. Et il disait, bah, à ce moment-là, je prenais les femmes pour des putes. Puisque voilà, donc là, il était vraiment dans sa transe hypnotique de là, je suis en rage et les femmes sont des prostituées comme ma mère et je vais les traiter du coup comme telles. Et ça va me permettre d'évacuer. Et puis de toute façon, c'est fidèle à la représentation que j'ai du féminin, qui est dysfonctionnel, mais qui est ce que j'ai eu sous le nez. Et d'ailleurs, là aussi, c'est un bon exemple. On voit l'état dissociatif aussi quand même chez cet homme-là, parce qu'il m'a raconté qu'il en a fait beaucoup, hein, beaucoup, des agressions multirécidivistes. Et il me disait qu'il avait des amnésies parfois, il ne se rappelait pas de tout, ou les personnes qui témoignaient disaient qu'il avait parlé. Il disait, mais je ne me rappelle pas du tout, pour moi j'étais silencieux. Donc, on voit quand même l'état dissociatif, y compris chez lui à ce moment-là. Donc, il était en état de stress post-traumatique, et en fait, il revivait des choses difficiles, même si ce n'est pas exactement ce qu'il avait vécu lui. Et il disait aussi, en fait, celle qui me disait non, qu'est-ce que vous faites, monsieur, il revenait à l'arrêter, il s'arrêtait. Donc, ça le sortait de transe. Donc, évidemment, grosse culpabilité pour celle qui avait été en sidération. Mais évidemment, donc ça, c'est leur travail à elle de dire, c'est pas ma faute si j'ai pas pu dire non, etc. Mais ce que ça montre, c'est que vraiment, il y en a où quand la victime en face dit quelque chose, pouf, ça les ramène au réel. C'est comme ceux qui me racontaient justement, je vois des enfants sur Internet, ils dansent tout nus dans les champs, ils ont l'air heureux. Et puis, si j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, j'en vois un qui a une corde au pied, parce que c'est ça, hein, qui en fait sont tenus et tout ça et exploités sexuellement, mais ils ont l'air de rigoler parce qu'on leur demande de faire ça. Ça me choque et je m'arrête tout de suite. Donc là, il y a un élément de réalité qui vient les stopper. Mais sinon, ils sont dans leur déni et dans leur transe de tout va bien et ce que je fais est normal ou de toute façon, je ne m'arrête pas. Ils sont dans leur pulsionalité. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à la question? Des fois, je digresse. Hein? Ah bah avec plaisir. Je peux parler sur ma ramification de tout ça. C'est important, enfin, je pense. Je sais pas. Donc vraiment, si vous êtes thérapeute, et pas que psy, hein, mais voilà, sophrologue, hypno, kiné, si des gens viennent vous voir et vous disent je suis désolée, mais je ne sais pas à qui en parler, j'ai un truc, ça m'arrive. Et en fait, il y a des gens qui m'appellent paniquer. Je ne sais pas quoi faire, je l'ai viré, ou prenez-le, machin. Moi, je ne peux pas faire tout le monde. Donc vraiment, ne paniquez pas. Ils ne vont pas vous sauter dessus. A priori, s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils veulent travailler quelque chose. Et donc, au pire, vous les réorientez. Et je vous dis, il y a un numéro vert. Je ne l'ai pas là, mais enfin, alors, je l'ai déjà fait, donc n'ayez pas peur. Vous pouvez taper numéro vert pédophile. La police ne va pas arriver chez vous le lendemain. Et en fait, ils peuvent appeler, c'est anonyme et machin. Mais par contre, comme c'est pour combattre la pulsion, ils peuvent juste déverser parce que ça fait du bien. Mais à la fin, les professionnels écoutants leur demanderont leurs coordonnées s'ils veulent, en leur proposant d'aller dans tel centre spécialisé, CRIAVS, machin, où justement on fait les thérapies de groupe qui sont gratuites. Hein. Au moins, bon, voilà, il n'y a pas l'argument de j'ai pas d'argent pour aller me soigner. Ça, au moins, c'est un truc qui est bien, c'est pris en charge. Et donc, vous pouvez juste les écouter même juste 1 heure, sachant qu'en plus, quand ils verbalisent leur pulsion, ça chute de 50% à peu près. Donc, la verbalisation, déjà, ça extériorise. Et ensuite, voilà, quitte à les réorienter. Ou alors, formez-vous, enfin, ce sera juste ce que je viens de dire, mais en plus détaillé, avec d'autres exemples et puis d'autres choses que vous pouvez faire et comment réagir et comment vous en sortir. Mais n'ayez pas peur, vraiment, il n'y a aucun problème. Ils sont très réceptifs à la thérapie. Et voilà, ils ne vont pas vous sauter dessus. N'ayez pas peur. Donc, vraiment, il faut qu'on soit plus, c'est tout. Qu'on soit davantage à le faire. Yes? Ok. C'est bon? Super. Merci beaucoup pour votre écoute. Ouais. Ça va de l'autre côté, Nathalie? Tu es notre dictionnaire, il y a un petit texte, ça va? Auriez-vous un support écrit de votre exposé? Non. Vu les abréviations, ça ne va pas être... non, mais pardon, c'est peut-être quand même parler. Je suis vraiment nulle. En fait, je détaille un peu tout ça dans un livre quand même que j'ai écrit. Si ça vous intéresse. Quand vous êtes inscrit à la conférence, vous avez ouais, mais les gens peuvent oublier, je comprends. Donc, ça s'appelle « L'inceste ne fait pas de bruit ». Et je l'ai coécrit avec Bruno Clavier, qui est un grand thérapeute, psychanalyste et psychogénéalogiste, donc il s'intéresse aussi au transgénérationnel.
multi-anciennes victimes d'inceste et autres, hein, et avec amnésie traumatique. Donc lui, dans la première partie du bouquin, il parle de comment sortir de l'amnésie traumatique avec des techniques thérapeutiques pour ne pas non plus induire de faux souvenirs et tout ça, hein, parce qu'il ne faut pas non plus inventer des choses qui n'existent pas. Et moi, à la fin, j'ai une partie où je vous raconte en gros une synthèse de ce que je viens de vous faire là, avec d'autres choses détaillées. Donc ça va résumer, ça va reprendre ce que j'ai dit complètement. Salut Émilie. Voilà, donc ouais, le livre. Ah oui, tu peux leur montrer, c'est Oui, ça. ton livre, ils peuvent taper Inès Gauthier inceste. C'est dur. Pardon. Non, mais je ne vais pas les infantiliser, je vais Ouais, montrer à non. l'Assemblée. Non, parce qu'ils ne vont pas voir, là, ça fait un C'est la fille de Bruno Clavier qui a fait le dessin. Et on voit. Approche bien, Alexandra. Approche. Ouais, parfait. C'est à l'envers et surexposé, mais voilà. Voilà. Super. Merci beaucoup, Inès. Merci. Merci. C'était Merci à super. vous. Merci. Super. Peut-être à bientôt. Ouais, j'espère. Salut Alexandra. Salut Nathalie, bonne soirée à tous. Et donc, on ne sait pas tout de suite, mais si vous le souhaitez, ceux qui sont inscrits auront le replay si vous voulez réécouter la conférence. Voilà. C'est le cadeau de la conférencière. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et à l'année prochaine, c'était la dernière conférence de l'année du salon. Voilà. Prochaine septembre. Bravo. Au revoir. Merci.